avec un gros sujet. Donc, on va faire l'appel, c'est bon? Donc Yves Revel, présent, Monsieur Thierry Deléan, Madame Myriam Mathieu, Monsieur Philippe Cousteau, Madame Sophie Mérès, Monsieur Michel Leblay, Madame Céline Morin, Monsieur Félicien Margaretas, Madame Patricia Charton, Madame Noël Proust, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, Madame Isabelle Rambose, Monsieur Joël Maillard, absent, pouvoir Madame Isabelle Rambose, Madame Martine Joly, Philippe Guillonneau, Madame Jessica Kellier, absente, pas de pouvoir, Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir Madame Céline Morin, Monsieur Claude Copin, absent, pouvoir Madame Danielle de Roquefeuille, Madame Sylvie Béguier, pouvoir Madame Sauteur, Monsieur Nelson dos Santos, absent, Monsieur Serge Loisel, Madame Fabienne Kervern, Madame Sophie Sauteur, Madame Danielle de Roquefeuille, Monsieur Émile Manès, absent, pouvoir Yves Revel, Madame Catherine Lacroix, absent, Monsieur Marcel Signe-Fréal. Très bien. Bien, alors, désignation d'un secrétaire de séance. Le jeune Monsieur Félicien Margaretas. Bien. Dans l'ordre du jour, 3 sujets importants. Le premier qui est le PLU, qui est la révision, c'est le bilan de la concertation et l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme. Alors, par délibération du 25 mai 2021, le conseil municipal a adopté la révision du plan local d'urbanisme PLU de la commune et a fixé les objectifs de cette révision ainsi que les modalités de la concertation. Le présent projet de PLU constitue une révision générale du document d'urbanisme en vigueur. Il a pour objectif d'adapter les documents d'urbanisme aux évolutions législatives et réglementaires récentes, loi climat résilience, ZAN, etc., de traduire le projet d'aménagement global de la commune à l'horizon 2036, de prendre en compte les besoins en logement, équipement, mobilité et développement économique, tout en intégrant les enjeux environnementaux et paysagers. Le projet de PLU présenté est le résultat de réunions des membres du conseil municipal, des remarques des personnes publiques recueillies après la présentation du PLD, ainsi que des observations et suggestions formulées par les habitants. Le bilan de la concertation fait la synthèse de ces échanges. En plus des documents de procédure, le dossier complet comprend la justification des droits au regard du diagnostic territorial, des choix, ce que j'ai dit. Ah oui, la justification des choix, merci, au regard du diagnostic territorial des options retenues, les pièces 1.1 à 1.3, et un résumé général non technique, pièce 1.4. Le plan d'aménagement et de développement durable, PADD, qui est la pièce numéro 2, les orientations d'aménagement et de programmation, OAP, pièce numéro 3, le règlement graphique, pièce 5, et le règlement écrit, pièce 4. Les annexes, pièce 6, servitude d'utilité publique, périmètre des droits de préemption, annexe sanitaire. Il est aujourd'hui nécessaire de figer le projet de PLU afin de le soumettre pour avis aux personnes publiques associées, c'est-à-dire représentants de l'État dans les Yvelines, la préfecture, la DDT, la DRIAP, la région Île-de-France, l'Île-de-France Mobilité, l'Agence régionale de santé, le département des Yvelines, communauté de communes cœur d'Yvelines, les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, et SMSO, syndicat mixte Ouest, la SNCF et la gendarmerie nationale. Ce même dossier, accompagné des réponses de ces organismes, sera ensuite soumis à requête publique. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée libérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Voilà. Alors, ces dossiers, en fait, si j'ai bien fait le compte, représentent 65 documents et 1000 pages. 3 kilos. Ah, vous l'avez pesé. 2 kilos 880, très précisément. Oh ben, dis donc, t'as pris la peine. Très bien. Voilà. Ok. Alors, si par exemple, si maintenant on veut parler de ce qui va se passer après ce conseil, en fait, j'espère que j'ai la page normalement. Hop, hop. Ah tiens, évidemment, j'ai pas la page. Sauf que j'ai perdu une page. Alors, on va voir si elle est là. Désolé, et je crois. Voilà. Le calendrier prévisionnel jusqu'à l'approbation du PLU. Donc, ce conseil municipal, aujourd'hui, 8 juillet 2025, il y aura transmission au contrôle de légalité du 9 au 10 juillet.
Ensuite, envoi du projet arrêté au public, aux personnes publiques associées le 10 juillet. Le délai, les personnes publiques associées ont 3 mois pour émettre un avis. Ensuite, enquête publique du 15 octobre au 15 novembre. Rapport du commissaire enquêteur du 15 au 20 décembre 2025. Ensuite, modification du projet pour intégrer le remarque des PPA et de l'enquête publique. Ensuite, approbation, conseil municipal, janvier ou février 2026. Voilà. Le dossier sera évalué par l'autorité environnementale pour l'évaluation environnementale du PLU, expliqué dans le document justification, et la commune sera invitée par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà ce que je voulais vous en dire pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez des questions et comment vous voulez que l'on procède? 65 documents, 1000 pages, je ne suis pas sûr qu'on va les passer en revue. Ah, c'est comme vous voulez, mais je pense que tout le monde va dormir à un moment donné. Donc, Madame Sauter. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Alors, moi j'ai prévu d'abord, si vous avez des questions, c'est plus simple de manière générale, ou alors je peux vous présenter la synthèse, le résumé, la synthèse non technique, si vous voulez, ce qui est une synthèse de tous les documents du PLU. C'est comme vous voulez. Moi, je pensais que ce qui était intéressant pour les baignoires, c'était le PADD, éventuellement, et puis les OAP. Oui. Je pense que ça, vous avez prévu de les projeter sur... Je peux les projeter, j'ai les documents, si vous voulez. J'ai pas de documents, si vous voulez. Comment dirais-je j'ai tous les documents que vous avez. J'ai les documents que là. Moi, je pensais que projeter les OAP, c'était quelque chose qui était intéressant. Oui, on peut. Et d'accord. Puis, puis après, il y aura les questions. Ouais. Voilà. D'accord. OAP par OAP des questions. Et j'ai quelques questions sur le PADD. Oui. Sachant qu'en ce qui me concerne, je vais plutôt réserver l'essentiel de mes réflexions pour l'enquête publique. Oui, voilà. Bien sûr. En fait, il faut savoir pour tous les bénévoles, c'est qu'ils ont toute l'enquête publique pour poser leurs questions. Tous les documents seront évidemment à leur disposition, il n'y a pas de souci pour ça. Et ce qui leur permettra évidemment, il faudra venir, regarder tous les documents et puis se les approprier. Mais effectivement, l'enquête publique, elle est faite pour ça. Alors, puisqu'il y a un cahier qui est là aussi, d'ailleurs, il y a un cahier qui est toujours là, d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde sur le mur. Et justement, j'ai une question par rapport à l'enquête publique. La mise à disposition des documents, c'est le jour d'ouverture de l'enquête publique ou le public peut les consulter un peu avant? Ah oui, dès que la délibère est exécutoire, c'est-à-dire qu'on l'envoie au contrôle de la légalité, dès que l'exécutoire est à disposition du public. D'accord. Donc là, dans quelques jours. Ah bah oui, le temps que ça revienne oui, le 10. Le 10. C'est ça. Bon, bah, c'est parfait. D'accord. Ok. Bon, vous présentez. Je présente le document des OAP, Alors, j'ai une question sur le... Non, mais je suis d'accord, il faut que je présente. J'ai une ou deux questions sur le PADD. Oui, c'est ça. Les OAP, c'est le document 3. Oui. Et moi, j'ai une ou deux questions sur le PADD, qui est le document 2. Donc, ah oui, alors c'est page 5. Vous parlez... Merci. Page 5, vous parlez de tout ce qui a été mis en place pour communiquer auprès du public. Et vous parlez d'une démarche de relais de communication à travers des interventions sur des sujets parallèles. Et je vais me demander ce que je vois pas trop ce que c'est. C'est pas clair. Et après vous êtes... Tu dis où hein? Voilà. Alors, les OAP. Et voilà.
C'est bon là? Vous voyez? On y va? J'avance? Ah oui, alors pardon, j'ai une question. Alors, page 5 du PADD, vous parlez d'une démarche en parlant de tout ce qui a été mis en œuvre pour la communication auprès du public, une démarche de relais de communication à travers des interventions sur des sujets parallèles, et en fait, je vois pas de quoi il est question. Oui. Ah oui. Ça doit être PVD, la concertation qu'on a fait sur les hameaux notamment. Ça doit être ça, les sujets parallèles. C'est vrai que La présentation de l'ABC aussi. la thèse de la biodiversité communale, etc. Oui. Question toujours sur le PADD, alors page 13. Vous parlez de la sécurisation du bourg et des hameaux. Sécurisation de la traversée du bourg et des hameaux. Et je vois pas comment vous allez... J'ai pas vu dans les documents comment vous avez prévu de vous y prendre. Et là? C'est à quel niveau? Orientation A1. Oui, un petit peu... Donner à voir les atouts paysagers des différents héritages béninois. Premier point, petit 1. En sécurisant la traversée du bourg et des hameaux. Et en protégeant les points de vue. C'est sécurisant la traversée du bourg et des hameaux que je n'ai pas vu traduite dans le... Elle n'est pas traduite celle-là? Je me souviens plus. Si, elle est traduite après, je crois. Quand on lit le PLU, il y a plusieurs actions. Quand on parle notamment, par exemple, de la place Saint-Martin en termes d'OAP, c'est une action de sécurisation du centre-bourg. Après, il y a toujours la question du constat et de qu'est-ce qu'on y fait. C'est vrai que sur le centre-bourg, on constate qu'il y a des difficultés, notamment de gestion de parcelles et surtout de largeur de la route, qui fait que les solutions qu'on peut employer pour sécuriser la rue de la République se trouvent pas forcément sur la parcelle ou l'élargissement à tous les endroits, mais par des actions qui sont peut-être plus réglementaires. Donc il y a l'histoire des stops, ou à des endroits particuliers, la place Saint-Martin, avec une restructuration dont on parlera sur la partie UAP. C'est idem globalement sur les hameaux. C'est là où on peut, il y a du réglementaire. Si on peut essayer de l'élargir, de mieux aménager l'espace urbain. Mais voilà. Mais c'est disséminé un peu partout. C'est une orientation qu'on retrouve un peu à chaque fois. D'accord. Alors, page 13 et 25. Alors, mention, alors ça c'est en bas. Toujours PADD, ouais. Liaison douce, page 13 et page 25. C'est une seule et même question. Vous parlez des mobilités douces et un maillage cyclable autour de la gare, ainsi qu'à l'échelle communale et intercommunale, pardon. Je me demandais, parce que je ne suis pas allée voir, j'ai pas eu le temps, le règlement écrit, et ni celui d'ailleurs visuel, je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'il y a des espaces, des emplacements réservés qui ont été créés pour les liaisons cyclables, par exemple, ou des choses comme ça? Alors, il y a déjà eu des choses qui ont été faites déjà. Un certain nombre d'endroits où on a utilisé les chemins pour diriger les vélos, par exemple, ni plus ni moins. Et puis après, il y a toute une étude qui va être faite sur les différents moyens de relier les communes environnantes. Et Cœur-en-Yvelines a d'ailleurs commencé déjà tout un travail là-dessus. Voilà, ça sera fait, oui, par la suite. Ouais. D'accord, mais il n'y a pas d'emplacement réservé qui a été matérialisé non, pas encore. Dans ce PLU pour les mobilités douces. D'accord. Ah oui. Je vais rester. Ça demande pas mal d'études, mais effectivement. Et puis alors, page 27, donc la dernière page, là il y a une phrase qui m'intrigue. Mieux intégrer les activités atypiques et d'envergure, Storengy, corps militaire de Frileuse et Natran, donc ex-GRT Gaz, comme un symbole d'une part de l'identité de Ben. Donc comment vous voulez faire ça? Répétez-moi la phrase. Mieux intégrer les activités atypiques et d'envergure, Storengy, camp militaire de Frileuse et Natran, comme un symbole d'une part. Comment intégrer, par exemple, on va parler principalement de Storengy, on travaille avec eux, puisqu'eux, ils sont sociétés, comme on dit,
engagés pour la nature, et Belle est une commune engagée pour la nature. Donc on travaille avec eux justement pour avoir plus de synergie sur un certain nombre de sujets. On peut faire exactement la même chose avec le camp de Frileuse, hein, puisque effectivement il y a des choses qui sont déjà développées avec le CSLG, hein, le club sportif et les loisirs de la gendarmerie, où les civils peuvent aller là-bas, et où il y a un certain nombre de choses qui se font aussi avec des civils. Et puis on peut faire la même chose GRTGA. On fait c'est principalement avec Storengy. D'accord. Donc vous faites référence notamment à la convention. Oui, oui, la convention par exemple. Et il y a d'autres choses peuvent s'améliorer, bien évidemment. Bon. Et l'intégration paysagère du site de Storengy, est-ce que il y a quelque chose qui va être fait? Il y a quelque chose qui est fait. On en a parlé, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec le nouveau directeur, ça je crois. Oui, effectivement. Donc pour moi c'est bon. C'est bon. Maintenant c'est les OAP. Ok. Voilà, j'ai une question, pardon. Page 25, il est marqué rythme de production de logements d'environ 27 logements par an. Donc là, on en a 162 prévus à peu près pour le moment. Donc est-ce que c'est ceux-là qui vont être étalés sur les années Sur les années, oui, c'est étalé sur les années. Oui. Non, pas éteint. Bien. Alors, je sais pas combien, je me souviens pas, mais il n'y a pas celui-là. C'est bon. Et les hommes? Ouais, les thématiques, on va, ouais. Bon, alors, on a, en fait, dans les OAP, il y a deux styles. Il y a les OAP thématiques et les OAP sectorielles. Les OAP thématiques, par exemple, la trame verte et bleue, qui sont les éléments constitutifs justement de toute la nature qu'on a dans notre commune. Hein, on va faire une définition, par exemple, de la nature en ville. La nature en ville désigne l'ensemble des pièces vivantes en zone urbanisée, qu'elles soient visibles ou invisibles à l'œil nu, qu'il s'agisse d'animaux, de végétaux, de champignon, micro-organismes, etc., ainsi que leur milieu naturel. Voilà. Là, c'est la trame verte, et on a dans la trame bleue, c'est tout ce qui parle de l'eau. D'accord ? Ensuite, on a les objets, comment on appelle ça? Les secteurs. Ouais. Alors, on a tout un volet sur l'amélioration de la trame verte et bleue et de la biodiversité. Vous savez qu'on avait un atlas de la biodiversité communale. Hein. Là aussi, on s'est inspiré de ça sur le travail des EAP notamment. Donc vous avez le document derrière, il s'affiche ou c'est la même chose. Contient l'OAP, mais il va méfier un peu. Contient l'OAP, bon voilà, que contient l'OAP, vous avez le dessin. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, mais je ne pense pas que les habitants ont peur de le voir. Avec un certain nombre d'actions qui sont déclinées sur la commune. Hein, et il y a un certain nombre d'actions, les actions 1 qui est la trame de fraîcheur. Ah oui, ça c'est très important. Hein, tout ce qui est les zones de fraîcheur sur la commune, surtout dans ces périodes que vous avez connues il n'y a pas longtemps canicule, mais je crois qu'effectivement, il faut travailler sur cet aspect. Les actions, c'est leur perméabilité dans les espaces. Hein. Je parle par exemple de la place de 8 mètres, qui est complètement bitumée, bétonnée, etc. Donc là, il y aura des efforts à faire, et qui est d'ailleurs dans le schéma du Griffe, d'ailleurs, avec des recommandations. Ensuite, je viens d'en parler, les trames de fraîcheur en lotissement. Il va falloir effectivement qu'on se dote de moyens pour faire en sorte qu'on ait des genres de forêts urbaines, etc., pour essayer de diminuer la température. Je vais donner cet exemple, et j'ai chez moi, parce que j'ai un magnifique érable, et je l'avais déjà dit, pendant la période de canicule, j'avais gagné 4 à 5 degrés sur les températures en dessous de l'arbre. Donc c'est important. La perméabilité dans tous les espaces urbains, évidemment. Je parlais de la place 845, il y a aussi tous les parkings qu'on peut végétaliser, évidemment toutes les places. Et alors évidemment, il y a aussi tout ce qui est lorsqu'on fait une construction, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter concernant la perméabilité des descentes de garage, par exemple, ou autre chose. Les cours d'eau dans les paysages urbains, oui, bon, je rappelle, 3 rivières, hein, qui nous posent des fois certains problèmes, tout au moins pour 2.
et qu'il va falloir limiter l'imperméabilisation à proximité des cours d'eau. C'est ce que je disais pour la place du 8 mai, à l'instant. Alors, il y a aussi tout cet aspect de valorisation des cours d'eau dans le paysage communal, notamment avec, peut-être plus loin, le reméandrage de la Maulne, avec tout l'aménagement autour. Et on avait parlé, alors oui, favoriser les habitats pour la faune dans le bourg et les nouveaux quartiers. Alors on parle beaucoup des chenilles processionnaires. La commune a installé 33 ou 35 nichoirs pour les mésanges. Et juste pour info, le camp de gendarmerie vient d'en installer 102. Oui, ils sont quand même pas mal. Alors les lisières, bien sûr, c'est marqué rechercher une collectivité écologique communale sur les espaces de transition, bien sûr, entre ce qui est urbain et le reste. Il va falloir qu'on travaille sur ces lisières, qu'elles soient agri-urbaines. Alors vous avez le rôle de la lisière hein, pour la végétalisation. Alors, moi, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le lisez bien, parce que là j'ai du mal pour l'augmenter. Mais je vais le lire, qui borde le chemin. La lisière sera un refuge potentiel pour la faune locale, notamment pour les prédateurs naturels des ravageurs des cultures. La mise en place de clôtures plus poreuses pour les habitations de ces lisières contribuera à la meilleure circulation de la faune locale. Voilà. Alors, on préconise des haies, des alignements d'arbres, des clôtures nues sont attendues, les sentiers sont aménagés avec des matériaux perméables. Les lisières nourricières, sylvie urbaine, tout ce qui touche aux rivières. Conserver le caractère naturel et simple des lisières aux abords des bois, des bosquets, il y a aussi des rivières. Les lisières distancielles, on va passer en revue. Et nous avons aussi maintenant les OAP sectorielles. J'ai une question sur les premières, Oui. sur la biodiversité, etc. Je ne comprends pas, je suis très surprise qu'il n'y ait pas de trame noire dans le cadre de l'inventaire de la biodiversité. Donc on a vu qu'il y avait des chauves-souris en nombre, notamment. Et on a eu un atelier sur le noir, la trame noire, et là je ne vois rien dans ce PLU sur la trame noire, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça serait quand même Je ne sais plus pour quelle raison on ne l'avait pas mis. On a une raison pour laquelle on ne l'avait pas mis? Ah, je pas entendu. Ah oui. D'accord. Bah, les espèces sont déjà protégées, c'est vrai, pour ce qu'on a eu dans le château, par exemple, et dans les forêts, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, nous, on a inclus la trame noire dans notre travail, puisque les lumières sont éteintes à partir de 23 heures. Bon, après, on pourra modifier les horaires éventuellement, mais voilà. La trame noire, ça va au-delà, et donc je trouve dommage qu'il n'y ait pas une mention de la trame noire, parce que ça donne une intention, ça donne l'exemple aussi aux habitants. Mais rien ils sont n'empêche, pas forcément sensibilisés, trame verte, trame bleue, ça y est, c'est bon. Mais trame noire, c'est quand même quelque chose de particulier, et à peine c'est particulièrement sensible, donc je trouve que ça... Dans le code de l'enquête publique, rien n'empêche de le rajouter, et puis on tiendra compte. Pas un problème, puisque nous, on a déjà fait cet effort. Effectivement, on peut le rajouter dedans, pour montrer qu'effectivement, on est attaché à ça. Il n'y a pas de problème. Bah, peut-être que ça vaudrait la peine de commencer à y travailler dès maintenant, parce que, il y a une réflexion, ça s'invente pas comme ça. D'accord, ok. C'est bon? Localisation des OAP. Pardon. Alors, on y va directement? Oh non, on passe juste avant. Vas-y. Donc il y a un deuxième type d'OAP qui existe, donc c'est toujours orientation d'aménagement programmé sur des lieux particuliers, donc c'est des parcelles ou plusieurs parcelles qui sont bien identifiées au niveau de la commune. On en a 7, donc le quartier de la Gare 1, donc, qui regroupe à la fois la parcelle du futur collège et les équipements qui sont au-dessus, et le centre du Val des Quatre Pignons qui regroupe le collège actuel, le gymnase, les tennis et les écoles. Donc les OAP,
sectorielles, c'est pour résumer des focus sur des endroits stratégiques pour essayer de dire ce qu'on souhaite à cet endroit-là, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes d'équipement public, que ce soit même en termes de développement économique. Enfin, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Et on doit expliquer comment spatialement on voit les choses. Ça peut être évidemment soumis à interprétation une fois qu'on arrive au moment de la réalisation, et dicter ou en tout cas donner un minimum de timing dans lequel on imagine que cette opération puisse se mener. C'est pas forcément des opérations qui sont publiques, ça peut être des opérations qui sont aussi coportées par d'autres. Et donc on arrive dans la première, donc je vais faire les 7 si ça vous va, puis on peut faire question par OAP. Donc ça c'est, et je doute que j'en aurai sur celle-là. En tout cas je m'y attends parce que sinon je me serais préparé pour rien. Le premier c'est le quartier de la Gare, donc l'OAP regroupe plusieurs terrains qui appartiennent pas tous à la commune. Donc au niveau de la gare elle-même et ce qu'on appelle la partie gare de marchandises, ainsi que quand on remonte rue des Coteaux sur la parcelle qu'on appelle Calibois, qui n'est plus Calibois, et celle juste avant qui est aujourd'hui une parcelle boisée en bord de route. Donc sur cette OAP là, on a une surface totale de 3,22 hectares avec un nombre de logements prévus de 110 en tout. Évidemment avec des enjeux environnementaux qui sont pas négligeables. On a 2 projets qui sont différents à aujourd'hui. Un projet qui est porté par un promoteur privé en lien avec un bailleur, et un deuxième projet qui est lui porté par la commune avec un manager et un bailleur qui sont bien sûr évidemment privés. Donc un qui est de 33 logements et un de 75 sur du coup cette partie-là. Et j'aimerais juste en amont, avant qu'on oublie, demander qu'on sépare bien la partie secteur sud. On la sépare bien en 2, et puis dans la délibération qu'on l'écrive comme une motion, parce que la partie qui est en dessous, il y a le marqué 1 là, la partie logement et la partie hauteur doit être entendue uniquement sur le triangle qui est à l'entrée de la route, mais pas sur la partie Calibois. On est bien d'accord. En tout cas, la réglementation qu'on pourra donner à cette zone-là, il y a marqué maximum R+3 plus attique. C'est pas pour la partie aujourd'hui qui est une zone d'activité. Cette partie-là doit rester de l'activité économique. On est bien d'accord. Ça, c'est une erreur qu'on a vue qu'il faudra rajouter, parce que voilà, c'est uniquement sur la partie nord. Donc voilà. Et dans cette OAP, alors c'est plus ou moins détaillé. Après, de toute façon, dans l'usage qu'on a de l'OAP, c'est soumis aussi au juge. Mais dans le détail de l'OAP, il y a donc une opération derrière la gare avec un cheminement qui est le long de la voie pour justement ne pas enclaver cette parcelle-là. Et pour la partie qui est déjà un coup parti, qui sont les 33 logements quand on monte à la Garenne, celle-là, on a mis en fait ce qui est l'existant aujourd'hui, parce que le permis de construire a été délivré avant 2020, mais a été délivré. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par un promoteur qui va se faire et qu'on ne peut pas, qu'on peut pas empêcher dans tous les cas. Que n'importe qui ne pourrait pas empêcher. Donc là, c'est question de le mettre vraiment dedans, mais d'avoir ici une synergie entre les deux sur la zone. Voilà. Mais je vais réagir aux questions surtout, parce que j'attends les questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser le type de logement? C'est pour le public qui nous écoute. Alors, je précise le type de logement. Pour la partie 33 logements au niveau sud de l'OAP, on est sur 33 logements qui sont sociaux, qui sont aujourd'hui réservés par un bailleur social. Et sur la partie qui est au regard de la gare, donc la partie parcelle ville qui existe, qui nous appartient, on est sur 75 avec 45 sociaux et 30 en LLI, donc c'est du locatif. Voilà, c'est du locatif qui est géré par un bailleur social, certes, mais ce n'est pas du logement social. Voilà. Donc, dans cette OAP, il n'y a rien pour les primo-accédants, par exemple, ces jeunes Bénois qui ont du mal à rester sur la commune. Je vais peut-être faire un petit propos, parce que du coup, c'est peut-être plus pratique que je fasse. J'ai un propos sur qu'est-ce que ce projet a comme objectif, et puis après on débattra là-dessus. Le projet de la gare, donc le projet qui est porté par la ville, je débat pas de l'autre parce que l'autre c'est un coup parti, c'est une parcelle qui a été achetée par un promoteur qui a été vendue à un bailleur social. Celui-là, il n'y a pas forcément de moyen de revenir dessus. Je vais pas commenter. Sur la partie de la parcelle qui est au regard de la gare, j'ai entendu beaucoup de choses dessus. Il y a des choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a des précisions aussi à apporter par rapport au projet pour que tout le monde comprenne bien d'où ça vient. On est sur une parcelle aujourd'hui qui est ce qu'on appelle une friche. La parcelle, elle est découpée en deux. Il y a une partie qui appartient pas à la ville,
qui était anciennement la Beau-Service, une parcelle qu'on dit aujourd'hui polluée, qui est en dépollution depuis plus de 20 ans, et pour lesquelles on aurait justement un projet de stationnement, pour créer du stationnement, et désengorger le centre-ville, le centre-bourg, et notamment le parking du château, du stationnement journalier, ou en tout cas longue durée, et justement régler ce problème. Sur l'autre parcelle, qui est une parcelle communale, bon, il y a plein de choses qu'on peut imaginer dessus, après il y a ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut réaliser. Pour cette parcelle-là, la volonté de construire du logement à Benne, c'est pas une volonté de bétonner. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas une volonté de bétonner, c'est pas une volonté de construire du logement partout pour se faire du fric, c'est pas le but. On est sur une parcelle qui est, on va dire, faite pour avoir du logement au centre-bourg. C'est une parcelle qui est une friche, donc qui n'est pas d'une rareté écologique très importante. C'était une ancienne gare de marchandises, comme je vous l'ai dit, et elle a aussi l'avantage d'être près du centre-bourg, près des commerces et des commodités, et aussi près de la gare. Et quand on veut construire, en tout cas quand on a besoin, parce que c'est une question de besoin, quand on a besoin de construire du logement, on réfléchit avant tout à construire du logement dans des endroits qui sont faits pour et qu'on doit densifier. Aujourd'hui, tout le monde nous le dit. L'ADDT, donc l'État par la préfecture, nous dit qu'il faut densifier en centre-bourg. La région, parce que le ZERIF, qui est un document qui est au-dessus, nous dit aussi qu'il faut densifier en centre-bourg, a fortiori autour des gares. Et donc ce projet, à cet égard-là déjà, il répond aux commandes qui sont des commandes politiques de l'État, du gouvernement, et qu'aujourd'hui on a du mal à remettre en place. Deuxième point, par rapport au traitement de la parcelle et comment le projet est fait, on est sur un projet qui respecte au maximum l'environnement par rapport à ce qu'on fait dessus. Dans tous les cas, on va pas mentir. Si on crée du logement, si on construit un bâtiment, on imperméabilise. C'est sûr, on va pas mentir en disant non, on va faire un bâtiment, on va pas imperméabiliser, pas du tout. Mais quand on crée du logement, la question c'est comment on le fait. Aujourd'hui, dans la manière dont c'est fait, dont c'est travaillé avec EFAGE, on privilégie déjà une chose qu'on a dit dès le début, c'est qu'on ne peut pas gratter la butte, donc gratter la colline, parce que c'est pas on va dire responsable de faire un mur de soutènement. Deux, on veut privilégier les corridors écologiques, et donc c'est pour ça qu'on a plusieurs bâtiments avec des transpirations, avec des espaces verts à cet endroit-là. Ensuite, on a dit qu'on n'était pas fermé à des toits qui peuvent être potentiellement végétalisés. Et dans tous les cas, sur toute la parcelle, on est sur de l'infiltration de l'eau à la parcelle, évidemment hors eau usée, mais toutes les infiltrations d'eau se feront à la parcelle, ce qui se fait en fait aujourd'hui. Le bâtiment en tant que tel, on est sur une construction en biosourcé, hors site, donc c'est une manière de construire qui d'ailleurs est respectueuse aussi du voisinage quand il y a des travaux. On est sur de la construction hors site, en biosourcé, avec une pâte de bois, etc. Enfin, ils sauront l'expliquer mieux que moi au fur et à mesure qu'on avancera, parce qu'ils sont aussi prêts à venir expliquer ça à la population. Et donc, globalement, environnementalement parlant, on est responsable. On est responsable là-dessus. Ensuite, pourquoi faire du logement? Alors ça, on l'a dit, j'ai aussi entendu des trucs qui sont plus ou moins vrais là-dessus. Pourquoi faire du logement? Parce qu'à Benne, on en a besoin. On a un point, c'est marqué dans le diagnostic du PLU, c'est qu'aujourd'hui, on a une énorme majorité de grands logements. Il faut savoir que les petits logements, donc le T1, T2, T3, surtout T1, T2, ça représente 12% des logements de la commune. Ça, c'est dans le, vous devez l'avoir d'ailleurs dans votre 3 kilos de documents. On a 12% de petits logements et on a un besoin à Belle, et pas moins qu'ailleurs. Tilleur-Valgrillon, c'est la même chose. On a un besoin de petits logements. Et donc, ça, c'est un premier point. Deux, pourquoi en social et pas accession? Alors, il échappe pas que la conjoncture actuelle fait que le logement est en difficulté, surtout le logement en accession propriété, et qu'aujourd'hui, les personnes qui répondent aux appels, comme ça, on a fait un appel, sont majoritairement des constructeurs qui ensuite revendent aux bailleurs sociaux parce qu'ils vendent par lot, tout simplement. Maintenant, là-dedans, si je prends des chiffres qui parlent à tout le monde, les logements sociaux, 80% de la population française est éligible, voilà. Et il y a une partie de 30 logements qui est en logement locatif intermédiaire, qui n'est pas du logement social et qui est du coup un peu plus élevé en termes de prix par rapport à ce qu'on peut faire dans du logement social. On a aussi demandé là-dessus une mixité qui peut être importante. Et par rapport à l'usage et par rapport à la ville de Benne, parce que la question ça va toujours être la même chose, c'est qu'est-ce que ça apporte au territoire. Moi j'ai un petit papier là avec un petit chiffre, ce que j'ai demandé, c'est des chiffres qu'on peut demander à tout le monde. Aujourd'hui, quand on va avoir fait ce projet-là, sur les 45 sociaux, il y en a 75% qu'on pourra attribuer la ville en attribution dès que les logements sont construits. 75%, ça fait, alors vous êtes meilleur que moi en maths, mais on a à peu près 38 logements, 37-38 logements qu'on pourra attribuer. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, de Benne à Benne, on a 77 Bennois qui demandent Benne en logement social, voilà. Et dedans, il n'y en a que 28% qui demandent une mutation parce qu'ils viennent du parc social. Ça veut dire que si je compte bien, on a 72% des personnes qui demandent
un logement social à Ben sont des Bénois qui veulent partir du parc privé pour venir dans le parc social. Là-dedans, on peut répondre à un tiers des habitants de Ben en termes de demande de logements sociaux. Donc c'est du Ben pour Ben. Là, c'est un projet pour les Bénois. Ça, je vous le dis tel que c'est, sachant qu'on a regardé sur d'autres projets qui ont été faits sur la commune, qui sont pas forcément que du social. Je vous parle alors du projet On n'aime pas, c'est pas forcément mon cas, mais Next City, ça a profité beaucoup aux Bénois. Ce qui se fait à côté, ce qui avait été fait à Folleville, ça a beaucoup profité aux Tivervel, des Grignonnais. Nadine ne m'en voudra pas si j'ai fait une faute, mais voilà. Ouais. Donc c'est du Ben pour Ben, et pour moi c'est vraiment très important de le dire, parce que je veux pas qu'on raconte que c'est un projet que nous on fait comme ça parce qu'on laisse les choses aller, les Bénois vont pas voir les choses passer, et à la fin c'est pas intéressant pour eux. Et dernier point, c'est la partie financière, c'est-à-dire que le promoteur évidemment fait une partie de bénéfice, c'est normal. On va raconter que le promoteur ne fait pas d'argent et que c'est une œuvre sociale, c'est faux. Mais dans tous les cas là-dedans, dans tout ce qu'on va proposer après, puis les autres OAP, je vais parler de choses où il va falloir des financements. Là-dedans, dans le projet de la gare, on a, c'est pour ça que pour moi il est vertueux, et je vais peut-être à contresens de ce que vous allez me dire, mais il est vertueux parce qu'on répond à une demande qui est très importante au niveau de la population, et en même temps, les personnes qui vont arriver ici, si c'est pas des Bénois, dans tous les cas, on va apporter la richesse à la ville, c'est-à-dire que on va en tirer, et c'est public, on en a parlé, 1 550 000 euros à aujourd'hui là de charges foncières, c'est-à-dire de l'argent qu'on récupère dans les caisses de la commune pour réinvestir pour les projets. On parle pas de rabattre de gomme de papier là, on parle de projets à long terme pour la ville, c'est-à-dire des projets qu'on avait défendus dans PVD, des autres projets qu'on a vus après qui sont nécessaires pour l'habitation de la ville et le renouvellement de ce qu'on fait à peine. Et donc on a ça, et à la fin évidemment à voir par rapport à la réglementation, on va évidemment toucher des impôts locaux par rapport à cette parcelle. Si on prend les études qui avaient été faites, d'ailleurs des études qui ont été faites presque gratuitement via PVD, on devrait toucher 50 000 euros par an de taxes foncières pour une SDP, donc une surface de plancher comme ça. 50 000 euros par an, c'est globalement, si on fait un emprunt sur 20 ans, on peut financer 650 000 euros. Si un emprunt sur 20 ans à 4%, c'est à peu près ça. Ça veut dire que les gens qui arrivent à Ben, déjà, évidemment, ils profitent de nos infrastructures, mais ils nous permettent aussi de transformer la ville avec les besoins qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, j'espère avoir fait globalement le tour. Il y a des choses que j'ai oubliées, je pourrais vous citer d'autres trucs, mais je pense que vous avez des choses à répondre. Non, moi je vais répondre dans l'enquête publique. Je voudrais quand même juste préciser que quand vous dites qu'il n'y a pas d'enjeux écologiques, si, c'est marqué, hein, enjeux environnementaux, enjeux forts. Donc, et même si le programme prévoit, je voudrais préciser quand même que ce sont 3 bâtiments qui sont prévus, R+3 plus attique, donc ça fait l'équivalent de R+4. Voilà, donc c'est tout. Moi, je me réserve, je vous l'ai dit, pour le... D'accord, mais du coup, je vais en profiter parce que tant qu'on est là, je peux encore parler. Et du coup, je vais répondre un peu plus à ça. Donc oui, il y a un fort enjeu écologique, et c'est justement, là, c'est les éléments clés, c'est la manière dont on doit gérer la parcelle. Donc l'OAP, imaginons qu'un jour on n'a plus le terrain, la manière dont on doit gérer la parcelle, c'est avec un fort enjeu écologique, voilà, SRCE, etc. Ça vaut pour la parcelle gare, donc la nôtre, et celle qui est au-dessus, donc la parcelle qui était dite polluée. Aujourd'hui, si le propriétaire veut faire autre chose avec cette parcelle-là, il devra répondre à cette directive-là. Ensuite, deuxième point, vous dites par rapport à l'enjeu écologique, oui, on construit des bâtiments. Ce que je dis au début, on construit des bâtiments parce que on va pas vous raconter qu'on fait du logement sans construire quoi que ce soit. Ça, c'est clair et net. Par contre, la démarche volontariste vertueuse de ce PLU, en fait, c'est qu'un exemple, ça. C'est qu'un exemple d'une traduction de pourquoi est-ce que c'est mieux de planifier. Alors, je sais que les gens sont pas forcément pour planifier. Ma foi, un PLU, c'est un plan local d'urbanisme, et on doit essayer de voir à long terme. Aujourd'hui, si je prends les conséquences du précédent PLU, voilà, c'est qu'en fait, je vais peut-être détailler un truc parce que j'ai enfoncé le clou, mais on a dans le temps du PLU un seuil d'habitants par rapport au logement qu'on a. Et on a vu aujourd'hui que le nombre d'habitants qu'on a à Ben, il stagne. Globalement, il stagne. On a gagné 53, je crois, depuis le précédent PLU. Mais sauf que, en fait, les logements continuent à se construire. Et donc, ça veut bien dire qu'on a un taux de desserrement qui est important. En fait, dans l'histoire du logement, il nous faut du logement à Ben. Ça, c'est clair. Pour quelle raison? Parce que, déjà, il y a le renouvellement du parc de logement. C'est-à-dire que des fois, dans une maison, aujourd'hui, on avait 2 logements et puis on casse et on en fait qu'une. Et donc, avec la même entité, on accueille moins de personnes. Et le deuxième point, qui est important, parce que la vacance et les résidences secondaires, c'est pas important, mais il y a le desserrement des ménages, c'est-à-dire que aujourd'hui,
et ça c'est la société qui est comme ça, c'est que avec le même nombre de logements, j'accueille moins de personnes parce qu'il y a des familles recomposées ou décomposées. Enfin, il y a des personnes qui, on vit moins aujourd'hui. Et donc, pour ne pas perdre de population, parce que si on perd de la population, c'est terrible. Hein. Enfin, je veux dire, la ville sombre, la ville stagne, et on n'arrivera justement pas à la renouveler. Et donc, pour faire ça, on doit construire du logement. Ça, c'est clair. Par contre, la différence qu'on a avec le précédent PLU, c'est qu'on va au bout de ce qu'on dit. C'est-à-dire que, avec le précédent PLU, on avait un champignonnage de maisons un peu partout, et d'ailleurs, les habitants, on est allé les voir, les habitants de la Maladrerie le disent, les habitants de tous les hameaux, je pense à la Pissotte aussi, le disent. On a eu des constructions anarchiques un peu partout, parce qu'à un moment donné, on n'a pas su aller au bout de ce qu'on disait, c'est-à-dire, il y a des endroits où je construis quelque chose, mais les 75 logements que je fais à cet endroit-là, je ne les ferai pas autre part. Voilà. Et ça, je pense que vous étiez d'accord, parce que j'ai repris le PLU, le précédent, et je suis tombé j'ai lu les actus depuis 73, et c'est super intéressant. Et du coup, je suis tombé dans le PLU actuel, là, qui est en vigueur, et en 2012, vous étiez d'ailleurs adjoint au maire, et sur cette parcelle-là, donc c'est la parcelle UR1, qui est en fait comme aujourd'hui la parcelle du G20, donc avec les bâtiments qui sont au-dessus, donc les immeubles, et la parcelle de la gare. C'était dit dans votre PLU, c'était dit des ensembles collectifs d'habitation de densité assez élevée, mot à mot, hein, et il y a un secteur ouvert à la construction près de la gare. Donc en fait, aujourd'hui on n'a rien inventé. Enfin, on n'a rien inventé. Si, on a inventé parce qu'on le fait et on essaie de le faire bien, mais dans tout ça, c'est pas d'hier. Et vous le défendiez déjà à l'époque. Donc, je tiens juste à dire qu'on n'a pas sorti quelque chose du chapeau, et des éléments qui sont chiffrés, qui sont donnés. La préfecture nous a fait un retour, un pré-retour, en tout cas la DDT nous a fait un pré-retour par rapport à l'enquête publique, enfin, en tout cas le PLU et les projets tels qu'on l'avait dit, et ils nous disent tout simplement que la volonté affichée de rénover et d'améliorer l'offre de logements existants est une démarche pertinente pour répondre aux besoins locaux, tout en limitant la consommation foncière. Donc ça, c'est pour la partie renouvellement. Et il convient de préciser que le développement doit prioritairement se faire par la densification du centre-bourg, et en particulier autour du quartier gare, afin de limiter la consommation foncière et de renforcer l'armature urbaine existante. Donc, j'invente rien, c'est des gens qui ont ce métier, qu'on écoute, qui le disent, et je tenais à mettre ça en conseil municipal pour savoir vraiment tous les éléments. Une question? Non, une réponse à apporter au sujet du PLU qui a été établi en 2012 et voté en 2013, si je me souviens bien. Et donc, depuis, il y a eu la loi Allure qui est passée. Et c'est la loi Allure qui a complètement perverti le PLU qui avait été voté à l'époque. En ce qui concerne la parcelle, on peut changer d'avis. Hein. Donc, moi, je n'adhère pas du tout au projet que vous portez. Et en ce qui concerne aussi la parcelle sud sur le projet le projet privé, c'est ça. Mais moi je parle de la parcelle gare privée. Je pense au contraire qu'on a plutôt intérêt à densifier cette parcelle, travailler avec le propriétaire et le promoteur pour avoir une qualité Calibois, pour avoir une qualité d'intégration optimale, éventuellement travailler aussi avec les riverains, parce qu'elle est en contrebas, donc elle peut faire un projet très intéressant au-delà de 33 logements. Et par contre, les 75 logements, je pense que c'est pas pertinent aujourd'hui. Ok, merci. Et donc, il manque quand même, je voudrais, par rapport à ce projet, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une OAP 1 bis, qui serait les 50 logements avenue de la Gare, de l'actuel, alors je sais pas ce que c'est comme activité. Non, en bas. Non, en bas, là, l'usine. Celle qui est dans le virage. Oui, déjà. Ah, pour l'instant, il n'y a plus rien qui se passe. Elle est dans l'ORT. Elle est dans l'ORT. Pour l'instant, il n'y a plus rien qui se passe. Non, il n'y a plus rien qui se passe, mais il y a une intention. Ouais. Et donc, tôt ou tard, ce projet va sortir. Donc, c'est quand même 50 logements. Peut-être. Donc, on peut pas comprendre. On peut pas avoir une vision claire de cette OAP 1 si on n'a pas cette 1A bis. Enfin, 1 bis. Oui. Pour l'histoire, c'est pas un problème. Pour l'histoire de Calibois, on était, parce que du coup, vous êtes contre 75 logements derrière la gare, mais là, en tout cas, ça faisait 85.
au niveau de... Vous avez prévu que, parce qu'en plus, ça va... Non, mais en tout, ça faisait Non, 85. non, mais attendez, on va pas. En plus, on va- ça Attends, a je- changé Vas-y, entre mais la on va réunion pas parler de chiffres publique tout de suite, et c'est pas la maintenant. peine. C'était 60. En réunion publique, c'était 60 sur Calibois. Alors, en fait, Maintenant, c'est... ça a sur- changé. Non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on avait reçu le promoteur qui voulait justement faire les 33 logements, voilà, et le projet total, c'était 85. Ouais, bon. En tout. Voilà, Pas, c'est ça. bon, de toute façon, vous aurez toute l'occasion de vous exprimer sur le public et on va pas. Le second, c'est la... Autre problématique, Ah, pardon. problématique que je voulais soulever par rapport à ce projet, on l'a évoqué dans maintes réunions, c'est donc effectivement ça va rapporter 1,5 million, mais quid du coût de la route, rachat et les SNCF, les parkings et la circulation en ville et les bus et les écoles, etc. Donc on concentre, voilà. Donc Ouais, enfin, de toute façon, si on en rajoute encore de l'autre côté 60 à Calibois, c'est pas mieux, hein. On fait 60 à Calibois et on supprime celui-là. Il faut répondre sur les Ça, c'est abords pas et les grave. espaces publics. Il y a un outil qui est à notre disposition, qui est en partenariat avec le promoteur, qui s'appelle un PUP, un projet urbain partenarial, désolé pour les mots barbares, qu'on est en train de travailler avec eux, c'est-à-dire que sur base d'une partie de la taxe d'aménagement, le promoteur aménage les abords qui sont en lien direct avec l'opération. Donc ça, c'est prévu avec oui, le mais il promoteur. faut racheter la parcelle à l'essentiel. Oui, non, mais ça fait partie des coûts. Il y a toujours D'accord. une partie Oui, bon. et une partie dépenses. On regardera dans Ça, les c'est le détails point un. quand les projets arriveront, Et parce que là, pour l'instant, Et je réponds Voilà. sur l'histoire des transports et oui, des je sais. mobilités, quand même. mais- Et sur l'histoire des mobilités, donc dans tous les cas, quand on densifie, il faut forcément y penser. Moi, je regarde un truc, c'est que bon, le centre-ville, on va pas le changer, ce que je disais au début. Ensuite, quand on prend la partie diagnostic du PLU, il est intéressant parce qu'à un moment donné, alors déjà construire autour de la gare, c'est vertueux en termes de mobilité parce que on rapproche un maximum les gens des lieux d'échange. Deuxième point, quand on regarde le diagnostic, le bureau d'études qui nous l'a fait nous a bien dit que à Ben, on était presque surdoté en termes de lignes, mais on est sous-doté en termes de cadence. Et donc dans ce cas-là, je pense qu'il y a un travail de longue haleine à faire avec notamment Île-de-France Mobilité et nos partenaires qui organisent les transports pour justement mieux cadencer tout ça. On n'est pas les seuls, hein. Donc ça va vers là. Mais Bon, on va à passer court peut-être terme, non mais au sujet répondez suivant, parce là-dessus, qu'il y en a répondez encore là-dessus, beaucoup, donc j'aimerais qu'on avance un peu. Ok, bon, le sujet suivant, c'est la place du 8 mai 45. Alors celle-là, si vous voulez, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Quand on parle de réaménagement, c'est effectivement de faire en sorte de la revégétaliser. Là, c'est vraiment une place qui est complètement bitumée, complètement bétonnée, qui effectivement, à l'époque, pouvait se justifier, mais qui maintenant ne se justifie plus du tout. Toutes les places de parking qui sont effectivement bitumées, il y a une route qui traverse en plein milieu, qui sépare deux entités, même trois, entre la Poste, la mairie et puis le centre culturel. Je pense que là, effectivement, il y a du travail à faire sur cette place du 8 mai 45, qui consistera à... Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'étude de fait, on dit simplement qu'il va falloir comment la réaménager, faire en sorte qu'elle soit plus accessible à tout le monde, qu'on ait des enfants qui soient en sécurité lorsqu'ils prennent les bus, etc. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cette place, puisque effectivement, vous avez tous compris que c'était un enjeu qui n'était pas de faire du logement, mais qui était surtout de la réaménager de façon beaucoup plus naturelle. Oui. La rendre aux piétons, je pense qu'effectivement là il y a un changement d'époque, il y a un changement de conception d'espace et que il faut voir prendre en fait la prendre à l'envers. La seule chose qui m'interpelle, c'est que je ne vois nulle part de stationnement. Je vois qu'elle va devenir piétonne, la place, qu'elle va faire un ensemble, enfin je vois assez bien, mais par contre je n'ai pas compris où étaient les stationnements. Alors, pour l'instant, si vous voulez, c'est un projet global, si vous voulez, de renaturation, vous êtes d'accord, mais ça va se travailler avec le reméandrage de la Mauldre, et on verra à ce moment-là, lorsqu'on aura les études qui sont en cours d'ailleurs, sur ce reméandrage, voir comment on va pouvoir intégrer tout le stationnement qu'on aura sur cette place à mettre ailleurs, éventuellement. Et ça, ouais. j'ajoute juste un truc, c'est que sur le schéma, il est bien noté que c'est des espaces perméables et que dans tous les cas, si on renature, alors on n'a pas forcément mis les stationnements par-dessus, mais du stationnement peut être et doit être justement perméable. Perméable. Donc c'est ce qu'on appelle des evergreens ou c'est des pavés, voilà. Mais en tout cas, ça peut être du stationnement tout en étant perméable. Mais il y aura du stationnement.
Pas partout. Bah, Mais pas partout. D'accord, non mais j'entends bien, c'est simplement que ça n'est ni matérialisé dans la Oui, bon, on est d'accord. Oui. ni matérialisé dans la légende, ni écrit. Et c'est un gros problème le stationnement. Donc si vous voulez, on a l'impression que c'est un élément qui n'est pas pris en compte. Voilà. Donc, Il n'est pas pris en compte. Ok. Alors, je retrouve mon truc. Place Saint-Martin. Vous avez... Place Saint-Martin, donc l'OAP sur une partie de la place, et pas que la place, parce que vous avez aussi les quelques unités, quelques maisons qui sont en fait en bord de voie sur la rive gauche, on va dire, de la route. Est-ce que tu peux mettre la suivante, la diapo suivante. Cette OAP vient de PVD, vient aussi d'une réflexion de long terme, parce que on est sur le long terme là-dessus. Il y avait, pour la petite histoire, un terrain en vente au centre-bourg avec un programme de proposition de 34 logements qu'on ne trouvait pas forcément adéquat ou intéressant, parce que on avait une parcelle en plein milieu avec des logements supplémentaires sans aucune réflexion sur tout ce qui était les abords et en fait le reste est autour. On part du principe qu'il y a plusieurs problématiques à régler au niveau de cette place. C'est l'espace public, évidemment, les circulations, la route départementale, les abords, c'est-à-dire les trottoirs, parce qu'on va pas mentir qu'au centre-ville de Bène, c'est compliqué d'être sur des trottoirs. Évidemment, la qualité du bâti et la qualité du logement, et le linéaire commercial. Je regarde Martine. Le linéaire commercial à revoir. Et donc, du coup, on s'est dit, plutôt que de faire uniquement une petite construction au milieu qui soit totalement en dehors des clous et en dehors d'une réflexion globale, de prendre un peu plus la place. Donc on est en train de faire une étude sur qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à cette place en gros de la supérette jusqu'à l'école, donc jusqu'à l'îlot de l'école Anatole France. Ça peut être un retrait de maison, ça peut être surtout de l'amélioration et de la création d'espaces publics pour essayer de mieux vivre ce centre-bourg. On est sur, je crois que c'est marqué 10 ans, c'est à peu près ça en termes de timing. Il y a beaucoup d'études à faire parce que il est important là-dedans évidemment de créer, de mieux vivre la place, mais surtout de respecter le patrimoine bâti, le patrimoine historique du centre-bourg, dans tout ce qui sera fait à cet endroit-là, sachant que déjà d'une part on est dans le périmètre château, mais qu'il ne s'agit pas de dénaturer le centre-ville. Au contraire. oui, alors là, je dois dire que je m'interroge parce que vous nous parlez d'une OAP sur laquelle il est écrit requalification de la place Saint-Martin se fera par la rénovation du bâti existant. Et il y a 12 jours, vous nous avez présenté un projet dans lequel on casse tout. Donc je voulais comprendre à quoi on doit s'attendre. Alors le projet dans lequel on casse tout, faut pas dire ça parce que ça peut être mal interprété, donc on casse pas tout. Donc je vais aller plus en détail. Donc il y avait un terrain, donc un terrain qui est vide dans tous les cas, on le connaît, il est derrière ce qui est aujourd'hui le comptable, un terrain de 1000 m² qui je vais reprendre le début. Il y avait ce terrain-là et il nous a fait prendre la réflexion d'avoir un partenaire qui est l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un outil pour nous, qui nous permet justement de geler un peu tout ça, et s'il y a une vente, on peut potentiellement, nous, ville, acquérir, au lieu d'un particulier qui ferait autre chose dessus qu'on ne souhaiterait pas. Quand on parle justement de la place, c'est soit, en fait, on a une vision un petit peu petite et étroite de la place, et on ne refait que de l'enrobé du goudron. Enfin, voilà, en fait, la place aujourd'hui, c'est un parking, il y a 10 places, et donc soit on se dit, on fait que ce petit enrobé-là, puis au pire on met un petit arbre ou deux, soit on se dit... Non, faut mais pas prendre des choses sur ce ton. C'est pas ce que je vous dis. Non, mais c'est pas ce que je vous dis. Je raconte une histoire. Soit on arrive à se dire, il y a une problématique globale d'espace public et on ne doit pas s'interdire là-dessus, là où il y a des bâtiments qui sont pas forcément bien placés ou qui sont peut-être en mauvais état, d'arriver à justement avoir une démolition reconstruction à des endroits précis. Et là où, et c'est ce que on vous a présenté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'est pour ça qu'il faut être précis et pas dire aux gens qu'on va tout détruire. Et là où il y a des bâtiments qui sont bien implantés, qui sont assez grands, qui sont avec une architecture qui est remarquable, ou en tout cas qu'on peut valoriser, les garder et bien les inclure là-dedans. Voilà. Et donc c'est ça, c'est l'idée de dire, si on rénove la place, autant pas rénover uniquement la place, mais
élargir les espaces publics et avoir un traitement au cas par cas. Là où il y a un bâtiment qui est pas de bonne qualité, se dire peut-être que c'est mieux de s'en séparer pour regagner l'espace public, et là où un bâtiment qui est de bonne qualité, pourquoi pas le garder. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui est le CIC, qui est un bâtiment communal par exemple, il est de très bonne facture, il y a des bâtiments qui sont de moins bonne facture à côté, et dans une vision à long terme qui peut durer 10-12 ans, essayer de savoir comment on fait entre les deux. Voilà. Alors j'insiste, votre OAP là, il n'est pas compatible avec le projet que vous nous avez montré il y a 12 jours. Non, la légende, elle est inverse par rapport à ce que vous nous avez présenté. C'est-à-dire que des bâtiments que vous supprimez aujourd'hui, que vous supprimez dans le futur, dans le projet avec les PFIF, sur cette OAP, ils sont conservés, ils sont restaurés. Alors en fait, c'est un schéma. On est sur là, c'est un schéma qui est tiré d'ailleurs de la préétude. Et c'est pour imaginer un peu ce à quoi ça peut ressembler. Une OAP, c'est pas un texte strict. On a souvent dit ce mot dans ce conseil, ça donne des orientations. Et c'est pour qu'on puisse un peu se projeter pour savoir de quoi on parle. Ça veut pas dire exactement que cette parcelle-là, dans 10 ans, parce qu'on est incapable de dire que dans 10 ans, cette parcelle-là, on fera exactement ça à ce moment-là. Mais ça permet de s'imaginer un peu. La population a besoin aussi de savoir un petit peu, de quoi on parle et où est-ce qu'on est. On dit bien opération d'orientation et de programmation. Ça veut pas dire c'est comme ça que ce sera. Ouais. Alors, il n'empêche que... Et je vais quand même préciser une chose, c'est pourquoi on est arrivé à travailler là-dessus, c'est que on y avait un projet, mais je crois qu'il l'a dit, mais je le répète, qui était arrivé comme ça sur un bout de terrain qui est à cet endroit-là, avec je ne sais pas combien de logements, évidemment aussi des parkings, etc. Donc on s'est dit ça commence comme ça. Je savais qu'il y avait d'autres bâtiments qui étaient prévus à être vendus, ils n'ont pas été encore vendus. Je me suis dit, si on laisse faire comme ça, on va avoir des tas de bâtiments comme ça qui vont arriver, des tas de logements sans qu'on puisse nous contrôler. Si vous voulez ce qu'on veut. Je dis pas qu'on est les meilleurs, je dis simplement qu'il faut qu'à un moment donné, on prenne conscience qu'on ne peut pas laisser tout faire. D'accord ? Surtout au centre-bourg. Hein ? Non, mais je confirme que le projet qui nous a été présenté là, il y a 15 jours, qui était très bien, effectivement, n'est pas du tout le même, donc sur lequel se baser. On a deux propositions différentes. Ouais, non, il n'est pas le même. C'est exactement le même, c'est juste que il y a 2 semaines, vous avez eu des cubes blancs, et là, on est sur une... Non, pour de vrai, hein. Je pourrais vous remontrer, on verra tout à l'heure. Hein. Non, mais il y a 2 semaines, la 4 et la 2 elles sautaient. Oui. La 4 et la 2 disparaissaient, par exemple. Non, c'est faux. Non, mais je vous la montrerai parce que pour le coup, c'est... Non, là, on est sur... Non, c'est pas vrai. On va la montrer, c'est juste que la dernière fois, c'était des cubes blancs, et là, on est sur un truc avec du rouge, mais c'est la même chose. Là, vous nous avez dit il y a 12 jours que le bâtiment en face de la tribu, celui qui fait l'angle avec la rue des Écoles, non, c'est la rue des Écoles qui est bon. Oui, il disparaissait. Et vous le voyez où, là? C'est le... Non, c'est pas le 4, non. Non, le 4, vous êtes 12 mètres derrière. On verra juste après si vous voulez, mais c'est la même chose. Ok, bon, de toute façon, on peut On faire pourra après, parce avoir que... le document comme... Oui. Suivant. Si, j'ai quand même quelque chose à mentionner, c'est que c'est la création de 70 logements. Je vais être scrupuleux sur les mots, c'est pas la création de 70 logements, il y a une requalification, on n'est pas uniquement en création. Oui. C'est-à-dire que là-dedans, il y a une suppression, on en crée d'autres, certes, et pour être précis, c'est une création de petits logements, donc, dont on manque, on disait juste avant, et je précise que sur le pré-projet, nous sommes en stationnement souterrain et pas stationnement extérieur. Exact. Important. Ok, suivant. Allez, rue de Fleubert. Bon, vous voyez où ça se situe? Tout en haut. Donc là, il est prévu une zone avec... Pardon? Donc, comme tu veux, il n'y a pas de souci, puisque là, c'est la partie qui est rue de Fleubert, c'est tout en haut, une zone qui est... C'est une zone d'habitat peu dense. Voilà. Tu veux, Non, mais si. C'est une zone potentiellement d'habitat peu dense. Comme je vous ai dit, il fallait, pour ne pas qu'il y ait des maisons un peu partout, donner des lieux à urbaniser qui soient pas forcément trop denses, justement. Exactement. Et donc là, rue de Fleubert, vous connaissez la voie. Il y a une parcelle qui est aujourd'hui pas encore, qui est pas encore, elle est comme ça, qui n'est pas urbanisée.
au bout de la rue Fleubert sur la droite, et donc on est sur une proposition. Alors ça ne veut pas dire que ça se fera pour le coup, parce que c'est une parcelle qui n'appartient pas à la commune. Peut-être que le propriétaire ne veut rien faire, mais c'est si jamais à cet endroit-là il se fait quelque chose, on ne sera pas au-delà de 12,5 logements à l'hectare, c'est-à-dire 8 logements avec un schéma d'implantation théorique que vous voyez sur la page suivante. Voilà, avec évidemment le respect de retrait par rapport à la voirie, le respect des corridors écologiques et par rapport à la forêt, la transition paysagère. Voilà. Donc, comme je l'ai indiqué en réunion de travail, moi je suis hostile à cette OAP dans la mesure où c'est un cul-de-sac qui amène à un storage site Céveso seuil haut, que déjà il y a des problèmes de circulation. Des véhicules deux camions n'arrivent pas à se croiser. Donc s'il y avait un accident majeur, je ne sais pas très bien comment ça pourrait s'organiser. Et de toute façon, il y a déjà des problèmes. Vous y êtes allé voir sur place, monsieur le maire. Donc voilà, bon. Okay. Et d'autre part, le BRGM vient de classer cette parcelle en zone rouge pour le risque lié aux remontées de nappes phréatiques. Donc je vois pas l'intérêt vraiment, pour ces deux raisons, de rendre cette parcelle constructible. Et 8 logements, c'est beaucoup. beaucoup. On va vérifier ce que vous me dites. Je suis allé vérifier, vous allez sur GeoRisk, c'est fait. D'accord. Et donc 8 logements, ça fait potentiellement 12 véhicules. Franchement, la rue de Fleubert a vraiment pas besoin de ça. Ok. Alors, allez, suivons. Route de Frileuse. Ouais. Idem route de Frileuse, donc on est au bout de ce qui est aujourd'hui la maison de santé. Donc il y a une parcelle qui est aujourd'hui inoccupée. Une parcelle, il y a 3 parcelles en tout, je crois, 2 ou 3. Où la proposition ici, c'est justement de réserver l'espace pour un maximum de 30 logements en habitat collectif. Ou en petit, alors on dit habitat collectif, ça peut aussi être du petit pavillonnaire mitoyen comme il y a à côté dans la continuité. Ma foi, c'est un terrain qui est, on va dire, aussi logique parce qu'il y a déjà eu une opération juste avant. Et là, l'idée, c'est juste d'arriver à poursuivre, finir, achever, maîtriser ce lieu. Donc pareil, deuxième diapo, il y a la partie des espaces qui sont destinés à vocation d'habitat avec les transitions paysagères, avec la trame verte et surtout le respect de la zone humide, qui est plus qu'humide, elle est mouillée, la zone à préserver qui est en dessous. En dessous, alors on la voit pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de végétation. On la voit pas, mais voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment du bâti maximum en retrait et aussi en retrait de la route en haut, parce que s'il faut prévoir un jour un aménagement au bout, en demi-tour, soit en demi-tour d'ailleurs de la rue de Fleubert, soit en passage de chemin de fer, qu'on ait un petit peu un retrait. Voilà. Suivant. Mortemay. Donc OAP numéro 6, Mortemay. Donc on est sur une surface de 7,72 hectares au total. Donc la surface, elle correspond à aujourd'hui ce qu'on appelle le triangle du collège. Ouais, donc le triangle, il y a l'avenue du Général de Gaulle, Leclerc, pourquoi c'est marqué de Gaulle là-dessus? Leclerc, il y a tous les équipements sportifs de Mortemay avec le centre technique municipal, le terrain de foot, les tribunes, etc. Oui. Cette OAP, elle est pas nouvelle. Elle est nouvelle, mais le projet en lui-même est pas nouvelle. Elle est là pour préparer les lieux pour justement accueillir le collège que le département va construire. Alors quand, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas que le département va construire et à cet endroit-là. Et de préparer les autres espaces de cette parcelle pour accueillir le pôle éduco-sportif, c'est-à-dire cet équipement et cet ensemble d'équipements cohérents autour des activités sportives de Mortemay, donc en rénovation, en réhabilitation et en reconstruction, notamment des bâtiments qui sont aujourd'hui qui n'est pas un projet nouveau, comme le gymnase. Le collège, pas nouveau. Voilà. Ouais. Bon, c'est une OAP clivante, hein, je crois que vous le savez. Les trois listes de minoritaires sont d'accord pour considérer que c'est une ineptie de mettre un collège en bord de départemental sortie de route. Donc voilà, ça il fallait le dire. Ensuite, vous parlez de pôle éduco-sportif et le gymnase, donc vous pensez le mettre sur où? Alors, je réponds.
Oui, vas-y, alors, si tu veux, alors, on ça va va qu'il manque, répondre. certes, on va qu'il manque, mais je préfère expliquer. L'histoire du terrain du collège, c'est le département qui choisit là où il construit, et il souhaite le construire à cet endroit-là. Voilà. Et ça c'est important. Après les trois listes minoritaires, certes, il faut en discuter, et il faut surtout expliquer la manière dont sera implanté le collège à cet endroit-là. En tout cas, ce que aujourd'hui les techniciens du département et les élus du département expliquent, c'est-à-dire que le collège sera alors déjà biosourcé en termes de bâtiments, il y aura un traitement particulier, mais il sera en haut de parcelle, évidemment, en haut de parcelle, un peu en retrait, pour justement préserver les cônes de vue. Il y a aussi un point particulier sur l'histoire des circulations, c'est que le département, certes, il a la compétence du collège et donc il le construit. Mais il y a aussi la question de la voirie départementale, qui est la responsabilité du département. Et évidemment, on n'imagine pas, et personne n'imagine que le département, va construire un collège en bord de départemental sans avoir un traitement spécifique, sachant que, en plus, il va y avoir la question du stationnement des bus, des entrées, des sorties, des placements des élèves, et évidemment que ça va correspondre au projet. Pour le coup, c'est une évidence. Voilà. Le département nous a dit qu'il financerait le collège, mais pas la voirie. Non, mais le département financera le collège, mais pas la voirie désolé. communale qui... Je suis pas du tout d'accord avec vous, avec ce que vous dites, puisque, allez voir, si vous permettez, quand on a monté le projet, monsieur le président est venu sur le terrain. Il a regardé, il a dit, bon, effectivement, c'est possible de le mettre là. Je voulais simplement parler de la voirie. Il m'a dit, bon, à cet endroit-là, il y a la possibilité de faire un rond-point, etc., etc. Si vous voulez, il a émis un certain nombre d'hypothèses à l'époque, et il y a une étude de faisabilité qui a été faite. C'était à la charge du département, et je considère que si les services du département, eux, proposent de continuer sur cette opération sur ce terrain, c'est qu'ils ont comment dirais-je, ils ont fait les études nécessaires. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, aussi bien au niveau mobilité, aussi bien au niveau stationnement, aussi bien au niveau aménagement. D'accord? Ça, c'était les préalables avant de lancer le concours d'architectes qui a été d'ailleurs lancé, la phase 1. D'accord? Et il y a eu une étude de faisabilité qui a été faite, et à partir de cette étude, ils ont considéré qu'effectivement, il était possible de le mettre là. D'accord? C'était qu'une proposition à nous, qui a été reprise par le département, qui considérait que c'était la bonne place. Voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut. En n'empêche qu'en attendant, ils sont pas complètement fous quand même au département. Ils ont l'habitude de faire des collèges, d'accord? Voilà. Oui, mais le département connaît pas aussi bien Ben que les élus benoît. Voilà. Et donc, on peut avoir des arguments pour dire que le collège en dehors comme ça n'a pas de sens. Le sujet est remonté au département, parce que le travail va se faire évidemment en lien avec la commune, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça reste le maire qui signe le permis de construire. Ensuite, évidemment qu'ils ont vu, oui, c'est le maire qui signe le permis de construire. Et évidemment qu'ils ont vu ce sujet-là et qu'ils vont le traiter. Enfin, bref. Non, mais sinon, c'est un tout. Et puis, de toute façon, ce n'était pas ma question, je vous demandais oui, le gymnase. Oui. Alors, donc, en fait, si vous prenez un petit peu, tous les équipements qui sont à cet endroit-là, au niveau bon, on appelle ça le grand triangle de Mortemet, il y a des équipements à mettre au même endroit, c'est-à-dire, vous avez déjà aujourd'hui la piste synthétique. Vous avez évidemment un traitement particulier à voir sur la piste de course, qui aujourd'hui est plus vraiment, mais bon, un traitement de renouvellement et surtout de reconstruction d'une piste de course adéquate. Un deuxième peut-être terrain d'entraînement et évidemment la relocalisation du gymnase, parce que en fait ça va aussi avec l'OAP numéro 7, donc je vais peut-être déborder sur la 7, mais c'est pas grave, ça nous fera avancer. Non, j'aimerais savoir, parce que sur l'OAP numéro 6, le gymnase n'est pas placé. Alors, le gymnase n'est pas placé parce qu'aujourd'hui, dans le timing qui est le nôtre aujourd'hui, déjà on attend que le conseil départemental nous donne vraiment une date de début de travaux et aussi une date de fin de travaux pour pouvoir envisager déjà de mener des études et aussi de commencer les études un peu plus poussées. Dans tous les cas, le gymnase rentre là-haut, voilà, il a la surface disponible, mais il est illusoire de se dire qu'aujourd'hui, en 2025, on va placer un gymnase sur une carte et du coup être trop précis, là où dans quelques années ça peut changer. Voilà. Donc le gymnase et les équipements sportifs rentrent et sont... Attendons déjà, oui. Non mais c'est ça. Non mais rentrent et seront prévus là. Mais voilà, c'est pas il y a une question de timing là-dedans. Une question de timing. Et on attend le département. Pour l'instant, c'est pas, il est vraiment repoussé, hein, d'accord? C'est 28-30. D'accord. On est quand même qu'en 25, donc il faudra quand même attendre déjà. Qu'est-ce qui se passera d'ailleurs dans les années? Est-ce qu'effectivement il y aura un nouveau collège? Est-ce qu'il sera déplacé? Est-ce qu'il sera ailleurs? Pour l'instant, il est toujours là. Attends, on sait pas.
D'accord. Donc pour l'instant, on prévoit la place. Après, on verra. Je suis obligé de dire ça, puisqu'effectivement, les circonstances font que. On est obligé d'anticiper. Enfin, c'est le PLU, c'est 2036, donc visualiser, enfin matérialiser l'emplacement du gymnase sur cette OAP, je vois pas encore où est le problème. Et d'autre part, le problème quand même concernant le gymnase, c'est son coût. Enfin, c'était de 12 à 17 millions le projet qui avait été laissé par l'équipe précédente. Donc je vois pas trop comment la commune va pouvoir financer, même si c'est 10 millions. Même Alors, si c'était le projet à l'époque, d'accord. J'ai vu puisqu'on a travaillé dessus. Mais oui, maintenant, c'est pas forcément le même type de projet. tout à fait. On est d'accord. Alors, justement, et ça permet de passer aussi à l'OAP numéro 7, Oui. c'est que alors c'est plutôt pratique, enfin pas pratique, mais les deux projets, les deux OAP du Val des Quatre-Pignons se répondent un peu entre elles, c'est-à-dire que vous parlez en effet du financement du gymnase et de comment est-ce que ça pourrait être financé. Et l'orientation, en tout cas la question de le mettre sur le pôle éduco-sportif répond en partie à cette question. C'est-à-dire que aujourd'hui, dire qu'on va reconstruire un gymnase au même endroit sans avoir de valorisation, ce sera pas possible. C'est clair et net. On est d'accord. Un gymnase, c'est entre 12 et 14 millions d'euros. Donc vous avez un reste à charge qui est quand même pas négligeable pour la commune, de plusieurs millions d'euros, d'à peu près 4 ou 5 millions d'euros. Si on arrive mais au moins si on arrive à bien subventionner, on est d'accord. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à l'opération à tiroir. Une opération en tout cas en 2 temps. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une emprise de 44 000 m² au centre du Val des Quatre-Pignons. Qui abrite aujourd'hui le collège, les tennis, une partie de la crèche, anciennement CNPP, et le collège actuel. Donc cette surface-là, une fois qu'elle sera libérée, il faudra bien faire quelque chose. Alors, j'attends vos questions et du coup vos suppositions de 300. Mais ça, Non, je vous embête. ça, Mais c'est- en tout cas, il va ça fait falloir partie des forcément. projets qu'on avait lancés déjà à l'époque, avec un éco-quartier. Et c'est en question de regard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on libère une parcelle et la démolition du collège sera à charge du gouvernement, du département, c'est-à-dire qu'on va libérer une parcelle sur laquelle on va pouvoir mener un projet potentiellement d'éco-quartier. Il faudra voir la faisabilité, il faudra voir le nombre de logements qu'on peut y faire. C'est pour ça qu'il faudra aussi qu'on concerte les habitants là-dessus, parce que c'est une mutation qui est quand même importante dans un quartier qu'on n'a pas connu depuis 50 ans, et une partie de ces recettes, voilà, doit légitimement et obligatoirement dans tous les cas servir d'aide au reste à charge du collège, du gymnase qui serait construit plus haut sur la parcelle. Après, la question de créer un gymnase et un pôle éduco-sportif cohérent, c'est que plus on crée quelque chose de cohérent, plus on est, on va dire, sexy aux yeux des financeurs, plus on peut défendre le projet parce qu'il a un rayonnement local, mais qui est au-delà du local, qui est intercommunal, qui est vraiment territorial, et c'est de créer cette synergie-là. Si aujourd'hui on veut reconstruire le gymnase sans avoir un cofinancement de cet ordre-là, pas raconter d'histoire, ce sera pas jouable. Donc là, il y a quelque chose, et là vous avez raison, on fait du théorique parce que dans ce cas-là, on est sur du 2036. Et c'est peut-être un petit peu touchy, mais l'idée c'est de mettre 70, ça peut être moins, ça peut être plus, c'est de donner un petit peu un ordre d'idée. L'OAP concerne aussi les écoles du Val des Quatre-Pignons, donc je pense à l'autre triangle, décidément tout est un triangle dans ce quartier. L'autre triangle, donc avec Marcel Pagnol, Charles Perrault, le centre de loisirs, anciennement La Fontaine aussi, donc ce qui est au-dessus de l'école de musique elle-même, et l'immeuble Renouvelle, donc il y a une OP à cet endroit-là qui n'est pas du tout dédiée pour du logement, c'est surtout de la restructuration, restauration de bâtiments, et un travail sur justement les abords, c'est-à-dire les espaces publics qui sont pas forcément logiques. On a supprimé des murs, des trucs. Tout ceci étant des projets évidemment dans le futur, bien après la construction du collège. Parce qu'après la construction, il y a la déconstruction du collège, la récupération des terrains et toutes les études qui vont aller après. D'accord? Donc on est à l'horizon 2036. Et donc l'idée c'est quand même de figer des orientations sur un Après 2036. Voilà. Oui, là je vois 70 logements de prévus, effectivement. On voit la parcelle 75 logements à 1,5 million. Je suis pas certaine qu'avec 1,5 million, moins bien placé d'ailleurs le terrain, je suis pas certaine qu'on puisse financer le collège, le gymnase. Si j'avais quand même une question sur l'OAP numéro 6 Mortemay, quid de la dépollution?
Alors, la dépollution, Mortevé, vous parlez certainement de ce qui est actuellement le centre technique municipal, voilà, Tout à fait. qui a vocation évidemment à être démoli à un moment donné parce que c'est des bâtiments qui sont très vieux. On est en effet sur des terrains qui sont potentiellement pollués, hydrocarbures, etc. L'idée à cet endroit-là, c'est que on sait qu'une dépollution peut être inestimable en termes de coûts et que comme la réflexion qui a été posée tout à l'heure derrière la gare, c'est de faire du stationnement là où on en aura nécessairement besoin. Voilà. Ok. Et pour l'histoire des financements, 1,5 million, c'est déjà pas mal quand on a 4 ou 5 millions de reste à charge. Voilà. Enfin, Ouais. vu tout ce qu'il y a à faire dans la commune, c'est pas beaucoup. Mais je veux pas laisser dire ici que c'est impossible parce que si on commence à dire que non, je n'ai pas dit que c'était mais il y a impossible, un c'est pas chemin, beaucoup. ouais, mais il y a un chemin à porter par rapport à cette histoire de pôle éduco-sportif et justement de profiter du collège et ça en fait partie. Donc c'est pas Ok, 1 million. très bien. Si, j'ai une dernière question, c'est Oui. sur l'OAP numéro 7. Vous mettez une résidence senior au Val des Gatignon? Alors c'est une idée, oui, qui pourrait être intergénérationnelle. Non, parce que les seniors, ce qu'ils veulent, c'est être au centre-ville, le bourg, pour pouvoir tout faire à pied. Ça, c'est ce que vous dites, hein. Moi, Ah bah je si, sais je rien, peux mais- vous dire que moi, je les connais. Bah oui, moi aussi, j'en connais connais beaucoup, hein. Et- J'en connais aussi, hein. Donc, non, Non, pas pas dire ça. uniquement. Pouvoir se Et passer de je la tiens juste voiture. à dire que quand on parle des personnes qui demandent des logements sociaux, et donc je retourne juste derrière la gare, il y a une grande partie des personnes qui demandent des logements sociaux T1, T2 qui sont des seniors. Oui, exactement. Et Bon, des seniors bénois. on est arrivé au bout de ces OAP. Vous avez d'autres questions là-dessus? Non. Non. Enfin, je sais pas, vous voulez nous parler encore du reste du PLU ou... Non, bah, le règlement va se... Non, Bon, moi, j'ai pas eu le temps de les lire, donc Ouais, voilà. très bien. Mais j'ai une conclusion. Oui, allez-y. Alors, donc moi je trouve que c'est un PLU un peu flottant parce qu'en fonction des interlocuteurs, donc quand c'est PVD, on a une certaine vision, quand c'est les PIF, c'est encore une autre vision, mais il n'y a pas de vision globale, pour moi, de la commune. Je trouve inquiétant et qu'il n'y ait pas du tout de notion de développement économique, parce que je pense qu'à Ben, il y a quand même ce gros souci de se donner une dynamique économique, et là, à travers ce PLU, je ne vois rien. Je pense que c'est aussi un PLU clivant, parce que vous avez deux OAP qui sont clivantes. Vous avez celle de la gare. Je pense que la réunion publique a été éclairante à ce sujet. Vous avez aussi celle de Mortemet, du gymnase et du collège. Donc ça, c'est aussi une composante de votre PLU. Et donc ça va faire intervenir beaucoup de circulation, les projets qui sont sur le bourg, rue de la République. Éventuellement, ça va aller se diriger vers la maladrerie. Vous avez été sur place il y a, je crois, un mois à peine, ou à peu près un mois. Vous avez entendu les personnes se plaindre des excès de vitesse, se plaindre de la dangerosité de la circulation. Là, vous allez alimenter, si ce projet passe, vous allez alimenter encore ces sujets. La rue de la République, je pense pas que les stops, ça ait vraiment résolu quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un PLU qui résout pas les problèmes, il les accentue pour certains. Et ça, c'est quand même je trouve ça assez étonnant, parce que le problème de la circulation n'est pas du tout abordé, il n'est pas du tout réglé. Bon, les liaisons douces, je trouve que c'est vraiment quand même très dommage. Et donc voilà, comme c'est un projet de PLU clivant, le faire voter en janvier, février, juste quelques semaines avant les élections municipales, je trouve que c'est dommage, et que par respect des Bénois, eh bien, vous devriez considérer, et je pense qu'on peut considérer que ce projet de PLU, en fait, c'est une grande partie de votre programme électoral, et donc laissez aux Bénois le choix, à travers les urnes, de savoir si oui ou non ce projet les convainc. Voilà. Et donc, reporter, ne pas faire voter ce PLU, ce projet de PLU, Continuera, avant de toute les façon, élections On municipales. continuera sur l'avancée, là, ici, parce qu'il faut avancer sur ce PLU. D'accord? Je pense pas qu'au point où on en est, ça a commencé, il a été lancé, la révision a été lancée en 2021, mai 2021. Je pense qu'on n'est pas à une poignée de semaines près. Et ça serait montrer du respect aux Bénois. Oui, on est d'accord, c'est votre avis, il n'y a pas de souci. Juste prendre la parole parce que du coup, Sophie
tu prends la parole comme ça pour faire un petit résumé. Donc, alors j'ai pris de cours, je vais peut-être improviser, mais je vais faire aussi un petit résumé de moi ce que je pense que c'est ce PLU. Le PLU, c'est la vision qu'on a de la ville à l'instant T, l'instant aujourd'hui, on le dit. C'est peut-être pas parfait, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'orientations qui ont besoin d'être précisées à des moments donnés. Mais je pense qu'il faut juste dire une chose, c'est que on est à un moment charnière de la commune. Il y a eu divers épisodes de construction, de développement de la commune, avec son lot de bonnes choses. Donc la population que ça a amené, le tissu associatif, la vie béninoise qui est quand même aujourd'hui très développée et on l'aime beaucoup. Et il y a aussi ce côté de Ben qui est un petit peu plus compliqué à gérer en termes d'entretien, en termes de rénovation tout simplement, que ce soit les bâtiments publics, que ce soit la voirie, les réseaux, un petit peu toutes les choses qui sont qui aujourd'hui sont des irritants. C'est un peu plus compliqué à gérer en termes de gestion municipale parce que il faut engager des frais et il y a des projets qu'on doit un peu laisser de côté parce qu'aujourd'hui on n'a pas les finances et parce qu'on n'arrive pas finalement à tout faire d'un coup. Maintenant, l'histoire des projets là qui sont proposés, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire que à un moment donné, oui, PVD, puis j'ai entendu les réflexions qui avaient été faites aussi lors de la réunion publique. PVD, c'est pas faire de Ben une cité ou de faire une ville bétonnée. Au contraire, on peut, en théorie, on ne peut que défendre les projets PVD. C'est des projets de restructuration d'espaces publics qui sont aujourd'hui dans de mauvais état et on le sait très bien. C'est des projets de développement de commerce, ou en tout cas de linéaires commerciaux et de logements adaptés pour les Béninois qui aujourd'hui les trouvent pas. Et donc, je pense qu'il faut pas être réducteur. Et surtout, je pense qu'il y a un point qu'il faut pas oublier, c'est il faut pas uniquement trouver les problématiques dans ce qu'on propose, mais essayer de se dire que dans n'importe quel projet qu'on propose, il y a des problématiques, il y a des choses qui vont être peut-être compliquées, des études à faire, il y a des financements à trouver, des fois il faut faire des choix. Mais dans la globalité de ce qui est proposé ici, et on l'a vu sur la partie environnementale, sur la partie sanctuarisation des hameaux, parce que on en parle beaucoup des hameaux, sur la partie circulation, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer, mais il faut aussi savoir les armes qu'on a aujourd'hui, et globalement ce PLU va dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors moi je voudrais quand même continuer là-dessus, enfin continuer, hein. Vous êtes axé sur les OAP, axé sur certains endroits à construire, seulement ce PLU il est axé sur tout l'environnement. Or en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans le PLU qui concernent toute la biodiversité. Ça, vous l'avez complètement squeezé, on se demande pourquoi. Sur toute la partie protection des bois, des forêts, etc., et sur lequel on travaille aussi, hein, bien sûr. Et ça, moi, je trouve que c'est un des plus importants. Et puis aussi du patrimoine, bien sûr, puisqu'on continue à protéger le patrimoine. Je suis désolé, on l'a commencé, on va le faire. Alors c'est bien, c'est vrai, on peut toujours prendre un point, si vous voulez, et de dire, vous voyez, il va y avoir des tas de logements et de la circulation. On est d'accord. Ce qui n'empêchera pas de toute façon, s'il y a des promoteurs privés, de pouvoir le faire à n'importe quel endroit. Si on ne précise pas et si on ne maîtrise pas ces endroits. Mais vous avez complètement squeezé, je le dis à tout le monde, là, complètement squeezé toute la partie environnementale et protection. Or, c'est bien le SDRIFE qui nous a obligés, et c'était quand même notre rôle, d'essayer de protéger au maximum. Quand on parle de forêt urbaine, quand on parle de protection des bois, quand on demande à avoir des lisières, etc., il faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est notre avenir. D'accord? Et effectivement, il y aura des constructions, on est bien d'accord, parce qu'il y a des demandes. Il y a des jeunes, il y a des anciens qui veulent quitter leur pavillon, qui veulent aussi pouvoir se loger dans des logements, hein, et rester sur Ben. Mais il n'y a pas que cette partie-là. N'oubliez pas que la commune de Ben est en grande partie agricole. D'accord? Et donc, il faut, dans notre projet, il est aussi prévu de les protéger. Voilà. Je voulais conclure là-dessus parce que toujours parler que des constructions, si vous restreignez ça à un problème, c'est vrai. En construction, on aura de la circulation. De toute façon, vu tout ce qui se passe à Paris, tous les gens qui se baladent et qui vont acheter, je sais pas où, passent par chez nous. Ça, vous avez vu le constater, puisqu'il y en a de plus en plus de véhicules. Hein, d'accord? Donc moi, je parle de la partie environnementale, et je crois que pour moi, c'est le plus important. Voilà, merci. Bon, on va continuer, on va pas débattre, d'accord? Je connais votre réponse. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, d'accord? On peut peut-être passer au vote maintenant. Vous connaissez votre point de vue. D'accord? C'est bon? Quel est votre... Alors... on va passer au vote concernant
ce projet d'arrêt du PLU, sachant que, bien évidemment, je le rappelle, à partir d'aujourd'hui, transmission au contrôle des légalités le 10 juillet, envoi du projet arrêté aux personnes publiques associées le 10 juillet. Ensuite, ces personnes publiques ont 3 mois pour émettre un avis. Ensuite, l'enquête publique du 15 octobre au 15 novembre. Ensuite, rapport du commissaire enquêteur 15-20 décembre. D'accord ? Bien, maintenant, si vous voulez qu'on passe au vote, alors, je vais être obligé de passer en demandant qui est pour. N'oubliez pas vos pouvoirs. « 18 pour. Ah oui, 19 avec mon pouvoir. Pardon, c'est vrai que... C'est bon ? Donc, qui est contre ? 4 contre. Ouais, alors j'explique pourquoi, parce qu'il y a de belles choses, quand vous venez de souligner, monsieur le maire, il y a de belles choses dans le PLU, mais il y a des projets avec lesquels on n'adhère pas du tout. Ah oui, c'est le pouvoir de surprise. D'accord. Et Je m'abstiens. une abstention, donc Madame Marine. Je justifie, je trouve que le règlement comporte encore trop de flou. D'accord. Un certain nombre de dispositions, en particulier pour la protection de la vie. Ok, d'accord. Très bien. Bien. On passe au sujet suivant, en fait. Le sujet suivant, désolé, c'est le projet de création d'un cimetière naturel. C'est bon ? Attends, je vais l'expliquer. En fait, ces délibérations, on va les retirer. Alors, pas la moindre raison, c'est qu'il y a un problème vraiment d'études à réaliser d'une façon urgente. Parce qu'en fait, à l'endroit du cimetière naturel, et juste à côté, vous avez les châteaux d'eau de la Sorre. D'accord ? Et dans cet endroit où on souhaite implanter un cimetière naturel, il y a un certain nombre de canalisations qui sont là, mais pour lequel on ne peut pas, disons, trouver géométriquement l'endroit, qui font des courbes assez bizarres à cet endroit-là, et qui veulent nous obliger à avoir des servitudes par rapport au réseau d'amener de l'eau au château d'eau. Donc, on demande à retirer cette délibération de manière à pouvoir faire une étude plus précise. Oui, circuler pour mieux sauter, mais on la retire aujourd'hui de manière à pouvoir faire une étude plus précise et avoir plus de précision sur la qualité de ce cimetière naturel qu'on pourra faire. C'est uniquement un problème comme ça. Voilà. Bien. Donc, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on a délibéré ça cet après-midi, c'était un peu compliqué. Donc, sujet suivant, reprise en régie provisoire du service public de gestion et d'exploitation du multi-accueil Les Farfadets. Madame Myriam Mathieu. Merci, monsieur le maire. Donc, marché V25 M03, reprise en régie provisoire du service public de gestion et d'exploitation du multi-accueil Les Farfadets. Le multi-accueil Les Farfadets, d'une capacité de 24 berceaux, était géré par la société People & Baby depuis 2008, avec un nouveau contrat de délégation de service public pour la poursuite de l'activité de ce site pour une durée de 5 ans, du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2028 inclus. Comme présenté lors du conseil municipal du 24 juin dernier, le contrat de délégation avec la société People & Baby a été résilié pour faute incombant aux prestataires. Afin d'assurer la continuité du service public et la réouverture de la crèche dès que possible, la commune a la possibilité de conclure un nouveau contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable dans l'attente de lancer une nouvelle procédure de passation. Article R. 3121-6, alinéa 3 du Code de la commande publique. La société Les Petits Chaperons Rouges, LPCRR, a été sollicitée par la commune afin de savoir si elle était en mesure de reprendre provisoirement, comme le prévoient les textes en vigueur, la gestion et l'exploitation de la crèche Les Farfadets. La proposition effectuée par LPCR correspond aux attentes de la collectivité avec une réouverture au 1er septembre 2025 et un contrat d'1 an, soit jusqu'au 31 août 2026. Le tarif annuel moyen par berceau sera de 5 833 et non de 5 646, car il faut ajouter les impôts fonciers qui sont de à peu près 4 000 euros, donc en annuel, ça fera un berceau de 5 833 euros par mois, par berceau.
Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Par rapport à People and Baby, le prix du berceau, c'est le même, c'est la même chose. Alors, le prix du berceau avant était de 5 476 €, mais il faut savoir que pour cette année-là, ce n'est pas la mairie qui sera en charge des frais, mais People and Baby, suite à cette cessation de contrat avec eux. Normalement, oui. Et où en est le procès, le cours avec eux? Bah, nous venons de leur envoyer le courrier comme quoi nous cessions avec People and Baby. Donc, Voilà. ils ont quelques jours pour nous répondre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Sauteur. Donc ça répond en partie à une question que je me posais. Donc la base d'un coût là de 120 448 €. c'est Alors, pas elle 26. sera de 124 448 € puisque nous rajoutons donc les impôts fonciers. Oui, mais donc ça va être People and Baby qui va les payer. Tout à fait. C'est bien ça. Et donc, alors là c'est 9.2, c'est page 30. Donc People and Baby dispose de 2 mois, c'est ça, pour répondre? Pour justifier Non. Non. Non, là, ils ont 15 jours pour répondre. Et nous leur avons demandé tout ce qu'il fallait pour pouvoir que le prochain prestataire puisse suivre. Et si effectivement People and Baby se met en cessation, que se passe-t-il? Ils sont pas en cessation. Non, je pense. Ça changera rien en fait. Ouais. Donc la clause, le délégataire défaillant dispose de 2 mois à compter d'un an pour justifier à la commune qu'il dispose des moyens nécessaires pour reprendre l'exécution du présent contrat. En fait, elle n'est pas valable. C'est page 30. Page 30 du contrat. Ou je comprends mal. Hein. Dans la convention, vous nous dites 15 jours, mais c'est marqué 2 mois. Non, là, les 15 jours, c'est par rapport au courrier qu'on vient de leur envoyer. C'est à l'ancien. Bah oui. Le délégataire Et défaillant. ça, c'est la convention avec LPCR, ça. Donc, vous prévoyez que le PCR soit D'accord. défaillant, c'est ça? C'est LPCR, ça, c'est pas People and Baby. D'accord. Voilà. Hein, c'est dans le cas où, là, c'est comme d'habitude, c'est dans le cas où. Hein. Alors, je vois page 27, donc il y a un rapport mensuel. Oui, tout à fait. Alors, on va changer en trimestre. D'accord. Mais donc avant, c'était la même chose, j'imagine. Oui, mais là, comme c'est un contrat d'1 an, on est obligé de changer pour avoir les informations avant. C'était sinon trop... Avant, c'était 1 mois Oui. avec People and Baby. Oui. Donc, quand je lis là que le rapport mensuel, il comprend le nombre de jours et d'heures de fonctionnement par enfant, le calcul des taux d'occupation, la présence ou mouvement du personnel, l'accueil de stagiaires, les activités, tout autre événement marquant du mois. Ça veut dire que normalement, People and Baby vous a informé de tous les Bah non, tous c'est les ce qu'on vous problèmes. a... En fait, c'est ce qu'on vous a dit au conseil d'avant, que malheureusement, People and Baby ne nous tenait pas au courant de Oui. tout ça et qu'on ne les recevait pas. Donc, on a dû plusieurs fois les relancer. À l'époque, c'était Madame Jean qui tenait pourtant les choses carrées, mais il n'y avait rien à faire. On a eu très peu de retours. Et c'est à partir de 2023 que, bah là, on s'est rendu compte que il fallait... 2023, c'est la date à laquelle, enfin c'est la. C'est là qu'on a commencé à voir qu'il y avait des réductions d'horaires qui ne nous avaient pas prévenus. D'accord. Donc C'est à partir c'est pas ce que vous nous aviez dit là, au dernier conseil. Vous Ah, nous si, aviez je dit vous que ai c'était dit- 2024. Non, c'est 2023 qu'ils ont commencé à avoir des réductions d'horaires et c'est en 2024 que nous avons appris qu'en 2023, ils avaient déjà eu des réductions d'horaires par le biais des familles. D'accord. Donc c'est bien les familles. Et alors voilà, j'ai pas lu toute la convention. Je me demandais quelle était la place des parents dans cette convention. Alors, LPCR a un projet pédagogique où ils insèrent vraiment les parents dans l'accueil, dans... Je l'ai pas là sous les yeux, mais on attend
qui nous envoie tout, mais en tous les cas, la place du parent est présente, C'est présent. avec des rencontres, avec des moments de réunion. Donc, il y a plein de choses de prévues avec LPCR. Et la place de la mairie par rapport à ces relations par... En fait, pour aller au... On restera dans une DSP de toute manière, donc on aura un contrôle, bien sûr. L'idée, c'est d'être présent, plus présent qu'avant, on va dire, parce que voilà. Et c'est surtout, on peut être aussi présent lors des rencontres, comme on l'a déjà fait avec People and Baby sur les derniers temps. Ce que je me demandais, c'est de la même façon qu'on a des conseils d'école, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un conseil de crèche? Si. Là, sur les dernières rencontres, on était présents avec, sur les People and Baby. Suite à tout ce qui s'était passé, les parents ont demandé à ce qu'il y ait des temps d'échange et on était présents sur 2 temps. Donc l'idée, c'est de continuer, oui. D'accord. Donc dans le cahier des charges de la prochaine délégation, enfin, Bien la sûr. prochaine DSP, Oui, on pourra bien sûr le rajouter sans problème. on pourrait l'inclure dans... Tout à fait. Merci. J'ai une dernière question, mais là c'est de la pure curiosité. Il y a une clause que je trouve vraiment curieuse. C'est sur le... Alors, faut que je la retrouve. C'est sur la propriété intellectuelle. Alors, je le retrouve. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous voyez page? Non, bah là, non. Non, je le connais pas. J'ai pas stabilo bossé. Pardon? Ah, la propriété intellectuelle. Oui. Je vois pas la finalité de cette clause, qui est assez conséquente et donc le délégataire cède à titre exclusif l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférente aux résultats permettant y compris à des fins commerciales. Ces droits sont cédés irrévocablement. Je vois pas de quoi on parle et pourquoi on parle de propriété, parce que ça a l'air vraiment d'être très important comme notion. C'est sur la méthode et les projets pédagogiques. D'accord. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. C'est plus simple. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Bien. Décision du maire. Avez-vous des questions? La décision du maire, Madame Sauteur. La 2025-070, prolongation de location des modulaires pour le centre technique municipal, auquel, alors donc c'est pour 36 086 € hors taxes. Donc je vous demanderai prochainement la totalité depuis 2020 de ce qu'on a payé. Mais ce qui m'intrigue, c'est les 9 332 € pour les frais d'enlèvement. On prévoit de les enlever en avril, fin avril. Ah oui, on doit les prévoir, oui. Enfin, on n'a pas l'intention de les enlever, oui. Non, mais c'est une obligation, Oui, en fait, oui. c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Peut-être quelque chose de plus compliqué, mais non, c'est ça. Ok, c'est tout? Bien. Pardon, le pain. Pardon. Oui. Le pain, 1,20 € hors taxe, le pain, ce sont des pains ou des traditions ou des baguettes? Du pain. Pardon, parce que sinon ça me paraît très cher. Du pain, oui. Parce que c'est ce qu'on paye en tant que particulier. C'est du pain bio. Du pain bio. Du pain bio, pardon. Tu pareil, fatigué. Ok. Une question, je les retrouve, je sais pas si je les foutu encore. Ça a fait un album aussi aujourd'hui. Non, tu peux revenir, tu as des questions. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Voilà. Bien, nous allons passer aux questions de la liste Révélée Belle. Alors, on va tout de suite répondre à une question sur les cotisations foncières des entreprises. Donc, je laisse M. Thierry Deléan apporter la réponse. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme je vous l'avais dit lors du débat du
conseil d'administration, je vais vous apporter un éclairage sur le contenu de la contribution foncière des entreprises, et notamment les recettes qui sont inscrites pour la communauté de communes pour la commune de Bennes. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous faire un peu d'histoire parce qu'il y a des textes de loi qui se sont chevauchés et ça va nous permettre de nous éclairer dans la compréhension des mécanismes actuels. Donc le 8 novembre 2004, la communauté de communes a été créée avec 6 communes. Donc Bennes, Jouarre-Pontchartrain, Nouf-le-Château, Saint-Germain-de-Lagrange, Saulx-Marchais et Thiverval-Grignon. À l'époque de cette création, les ressources étaient exclusivement liées à la taxe professionnelle qui était créée sur le territoire. Et à l'époque, a été décidé de fixer pour chaque commune, à proportion des recettes économiques qu'il y avait sur chaque commune, de fixer, donc pour Bennes c'était 2 212 000 euros et quelques, une recette annuelle. L'objectif de l'époque, c'était de se dire, si la taxe professionnelle de l'époque baisse, ça ne baissera pas les recettes des communes, et puis si ça augmente, la partie restera dans les recettes de la communauté de communes pour conduire ses projets. Et donc à cette somme fixe sont déduites pour toutes les communes toutes les charges qui sont payées par la communauté de communes sur des compétences transférées. Donc la restauration scolaire, gestion des gens du voyage, etc. Pardon ? Oui, l'énergie, enfin, il y a l'entretien des candélabres, etc. Je ne vais pas en faire la liste ici. Le SDIS à l'époque aussi. Et donc, une fois que ces sommes de dépenses payées par la communauté de communes sont déduites des 2 200 000 euros, sont inscrites au budget de la commune de Bennes, le solde qu'on trouve tous les ans. En 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution territoriale économique, qui a 2 composantes, la CFE, la contribution foncière des entreprises, et de la TVA, de la CVAE, de la TVA. Et donc, suite à cette réforme-là, en fait, le contenu des recettes de la communauté de communes a très peu varié, parce qu'à l'époque, il y a eu des compensations, mais la somme fixée est restée pour les 6 communes, donc les sommes fixées en recettes, est restée pour les 6 communes. Donc ça, c'était en 2010, rien ne change. Au 1er janvier 2014, dans le cadre de la loi de la réforme des collectivités territoriales, il y a eu un schéma départemental de coopération intercommunale qui a été adopté en 2011, et la communauté de Cœur d'Yvelines s'est étendue de 24 communes supplémentaires, qui portaient à 31 communes le nombre total des communautés de communes, des communes dans la communauté de communes. Et lors de la création, il a été décidé de garder le même mécanisme. Donc, je n'étais pas là à l'époque, on n'a pas retrouvé, mais il y a eu une ingénierie en fait financière qui a fixé la part qui était reversée à ces 24 nouvelles communes sur base des mêmes calculs qui avaient permis d'établir les parts versées sur les 6 communes historiques. Et puis donc depuis 2014, ces sommes sont figées d'ailleurs par la CLECT, la commission locale des transferts de compétences. Donc ça, c'était en 2014. Donc depuis 2014, il y a eu différentes modifications dans la loi de l'État, notamment la CVAE qui a disparu, qui est devenue une TVA nationale avec une fraction de la TVA générée sur les territoires. Et aujourd'hui, après s'être rapproché des services de la préfecture et des services de l'État et de la DGFiP, en la personne de Monsieur Guiton qui était avec nous tout à l'heure, il est impossible de savoir par commune ce qui est collecté de manière globale par la communauté de communes sur les presque 60% de recettes qui concernent la fraction de TVA. Donc c'est impossible. En revanche, la question qui se pose et qui va se poser à nous dans la continuité de la décision qui a été pour l'instant une décision, on va dire, d'intention de se séparer de la communauté de communes, d'éclater la communauté de communes, il y aura forcément, avant une décision définitive, une ingénierie financière qui fixera les recettes des communes qui souhaiteraient se séparer de la communauté de communes avec les recettes de la communauté de communes. Et à aujourd'hui, donc c'est un travail d'ingénierie financier que aujourd'hui personne ne sait faire encore, parce que personne ne s'est vraiment penché dessus en détail. Et donc ce ne sera qu'à l'issue de cette ingénierie d'analyse financière qui fixera cette part de recettes que on pourra
aller à des étapes supérieures, donc y compris la préfecture, la communauté de communes et les communes concernées, aller à l'étape suivante d'une autre décision qui pourrait aboutir à la séparation dans la communauté de communes. Mais aujourd'hui, donc, on vous avait fourni la pure part de la CFE qui est contributive sur le territoire de Ben, c'est 660 et quelques mille euros par an. Pour aller jusqu'aux 2,2 millions, aujourd'hui, on ne saurait pas vous dire, il y a une part de fraction de TVA dedans, il y a une part de compensation de l'État suite à la réforme de la taxe professionnelle en CFE. Donc là, aujourd'hui, personne ne sait dire ce qui se passe dans le détail. D'accord. Donc pour être sûr de bien comprendre, savoir ce que la CFE rapporte, la CFE de Ben rapporte à Cœur d'Yvelines, ça c'est on n'a pas les moyens de le savoir. Si, ce que rapporte la CFE pure, c'est les 660 000 euros. En revanche, toute la partie qui a été remodifiée au niveau de Bercy sur les fractions de TVA, la CVAE qui a disparu, qui a été transformée en une fraction de TVA, donc personne ne connaît le calcul aujourd'hui, pour reverser à la communauté de communes. Personne ne sait dire aujourd'hui quelle est la part de chaque commune dans la communauté de communes qui reçoit globalement cette somme. D'accord. Et donc, bien évidemment, si décision d'aller plus loin dans la séparation, donc, avant de faire une décision technique de la séparation dans la communauté de communes, il y aura une ingénierie financière, et on s'est rapproché des services de la préfecture pour avoir plus de détails, une ingénierie financière qui sera conduite par la communauté de communes, par les services de l'État, pour que chaque partie ait exactement tous les éléments financiers, mais pas que d'ailleurs, il y aura aussi des impacts de patrimoine immobilier sur la commune. Donc, tant que cette analyse d'impact en fait technique ne sera pas faite, personne ne pourra acter la séparation. Donc, c'est une étape d'ingénierie qu'il va falloir conduire pour aller plus loin. Et vous ne pensez pas qu'en ce qui concerne la CFE, ou ce qu'on appelait l'équivalent de ce qui en 2014 était la CFE, donc 2 200 000 euros, ça aurait été bien de se renseigner avant de prendre la décision de sortir, parce que là, si on s'en tient aux 660 000, oui, mais c'est pas ce qui va se passer. Pardon ? C'est pas ce qui va se passer. Ah bon ? Mais non. Déjà, aujourd'hui, la part de la CFE qui est fléchée aujourd'hui, que touche la communauté de communes dans sa globalité, ne correspond pas aux 19 millions et quelques que l'on a dans la contribution territoriale économique. Il y a toute une part de TVA dont on ne sait pas faire la répartition par commune, mais que touche au global la communauté de communes. Donc cette partie, cette part à proportion pour chaque commune, personne ne sait la calculer aujourd'hui. Et dernière question sur le sujet, on en est à combien de communes qui ont fait voter en conseil municipal la motion ? 6. Les 6 historiques. Non, elles étaient 7. Et vous avez oublié sur le marché tout à l'heure, qui a rejoint Cœur d'Yvelines, Canal Historique. Oui, tout à fait. Hein. Oui, donc c'est Alors 7. en fait, les 6 au départ, c'était sur le marché, et c'est Villiers-Saint-Frédéric qui est arrivé après. Oui, oui. Alors elle n'a pas voté, elle a laissé aux élus prochains de se décider. Mais dans les réflexions, si vous voulez, ils sont tout à fait d'accord avec nous. Mais ils ont préféré laisser. Bien. Alors, 2 autres questions. Suppression emploi, agent, point école. Pouvez-vous nous indiquer l'économie réalisée par poste en supprimant ces postes? L'agent numéro 1, coût chargé année pleine par agent. Agent numéro 1, 6 874,40 pour un chiffre de 2023, alors je sais pas trop plus le coût annuel de CNAS à 222. Ensuite, l'agent numéro 2, qui est aussi un contractuel CDD pour 7 356,96, ça c'est le chiffre 2024, toujours un CNAS à 222. Et l'agent 3, contractuel CDI pour 11 612,12, chiffre 2024. Et 222 de CNAS qui fait un total de 26 992,04 €. Voilà la réponse. Merci. Il n'y a que 2 agents qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé, c'est bien ça, hein? Oui. Non, parce que vous me pardonnez les chiffres de 3 agents. Oui, parce qu'il y a au dernier conseil. un troisième qui était parti avant. Ah, qui est parti. Oui. D'accord. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour essayer de retrouver
des emplois, enfin des postes pour ces personnes? Ah, je sais pas, je me suis pas occupé personnellement. Ouais, il y a un départ à la retraite, là, déjà. Ah, je crois pas, non, c'est dans Si, 2 si. ans. Non, bah non, je l'ai vu cet après-midi, elle part dans 2 ans. Oui, il était Enfin accompagné. bon, donc il n'y a rien de fait, quoi. Si. Elle a été reçue, elle a été accompagnée. Bah, c'est la moindre des choses de recevoir Ah l'argent oui. quand on est Et puis déjà licencié. accompagné. Je sais même pas si c'est pas une Bah, obligation légale. C'est bon. Ensuite, troisième question. Étant Ben, avez-vous prévu à l'occasion du reméandrage de la Mole un aménagement qui permettrait d'assurer la pérennité de la biodiversité de l'étang sans intervention des bénévoles du Garland Ben? Un arbre du bord de l'étang est tombé mercredi dernier. Un autre est considéré comme très malade. Avez-vous prévu un diagnostic des arbres situés sur l'espace public? Alors, pour apporter un début de réponse, l'étang est alimenté par l'eau de la Mole au niveau de la boulangerie, il n'y a pas de problème. À ce niveau, la Mole n'est pas concernée par le reméandrage directement, d'accord? Concernant la biodiversité, l'intervention de l'association ne se limite pas, mais s'occupe de l'apport de poissons et en même temps, de temps en temps, aide notre éco-garde à faire un certain nombre de nettoyage sur une zone un peu particulière. Pour le reste, suite au reméandrage, un projet d'aménagement seront proposés et nous serons diligents sur les aménagements pour la préservation de la biodiversité et voir son amélioration. S'il y avait une zone humide, par exemple. Concernant l'arbre du bord de l'étang, suite à sa chute, bon, nous sommes intervenus rapidement pour ouvrir un passage à l'usager. Nous avons par la suite débité l'arbre en question. Pour information, cet arbre était bien vivant et non malade. Sa chute est due au vent violent ponctuel avec un sol détrempé meuble. Il n'a pas cassé, mais il a été arraché. D'accord? Concernant le diagnostic des arbres, il est prévu du château à la plaine de l'étang un inventaire des sujets existants accompagné d'une étude phytosanitaire pour identifier les maladies si existantes, les parasites et le reste à vivre, accompagné de prescriptions sur les actions à mener, que ce soit la instruction, les traitements, plantation, etc. Voilà. Merci. Oui, donc je voulais quand même insister sur le gardon de Ben et puis sur l'étang, parce que j'ai l'impression quand même qu'on a une sorte de trou dans la raquette, parce qu'on considère l'étang beaucoup comme élément d'agrément, comme élément de loisir, mais en ce qui concerne la biodiversité, il n'est pas tellement rattaché au secteur environnement. Il est plutôt considéré par le secteur associatif. Et donc je pense qu'il y a peut-être un regard à changer sur l'étang, parce que là, les bénévoles du Gardon, ils ont quand même vécu de grands moments de solitude avec toute cette chaleur qui a commencé à générer une mortalité exceptionnelle chez les poissons. Donc ils ont dû mettre en place du bidouillage pour aérer, oxygéner l'eau avec des pompes en sortant de pompes. Enfin bon, c'était quand même, ils y ont passé des demi-journées entières, voire des journées, et je ne pense pas qu'on puisse se décharger sur des bénévoles de telles tâches, parce que c'est pas fiable. Quand ils partent en vacances ou s'il y a un problème, il se passe quoi? Vous voyez? Donc je pense qu'il y a vraiment... On a Comment? nos services, non, je suis pas d'accord avec vous, on a nos services. Quand notre éco-garde est là, je l'ai vu travailler avec eux, donc... Ah, je sais, oui, mais là, pendant un moment, il n'a pas pu venir, je suppose qu'il était occupé à d'autres tâches, ce que je veux bien comprendre, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur les temps et sur la façon dont on le gère. En fait, effectivement, sur cet épisode, alors je crois que l'éco-garde était en vacances. Malgré tout, la DSVAM a été avec les services techniques, a été en lien avec le président du Gardon de Ben. On leur a trouvé une deuxième pompe pour pouvoir essayer de bouger un peu autant qu'il le fallait. l'eau. Et il a été conclu que, entre les deux parties, que les connaisseurs étant les gens du Gardon de Ben, c'était eux qui s'occupaient de ces pompes. Le retour de l'éco-garde va faire que maintenant c'est lui qui va pouvoir s'occuper pendant les vacances de ces pompes si nécessaire. Là je pense que c'est plus nécessaire, est-ce qu'il est tombé l'autre jour. Voilà. Non mais c'est général, enfin, vous voyez, si l'éco-garde est en vacances, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure la continuité de ce service-là. Mais la DSVM et les services techniques ont été là pour fournir la pompe nécessaire. Je suis pas sûr que ça ait eu un résultat fantastique parce que les deux pompes qu'il y avait, mais en tout cas je pense que ça a sauvé quelques poissons. Oui. Non, mais les pompes, si les bénévoles ne sont pas là,
qui s'en occupe? C'est ça ma question. Ben, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les services étaient là, mais c'est les bénévoles qui ont dit, attendez, on sait faire, on viendra. Oui, oui. Voilà. Non, mais Après, quand ils sont pas là, bah, voilà. Effectivement, juridiquement, l'éco-garde il aura des vacances. Et maintenant, la question, ça ne se pose plus puisque les gens et de la DSVM et les services techniques sont formés à l'utilisation. ah d'accord, voilà. Donc ils sont formés. Oui, ils sont Bah, voilà. formés, oui. C'était ma question. C'était la question, bah, vous avez la réponse. Espérons que ça ne va pas se reproduire tous les jours. Mais ça devrait se reproduire de plus en plus souvent, sauf si, Bah grâce oui. au reméandrage, on arrive à trouver une solution pérenne. Et donc, c'est ça qu'il faut pousser. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, je connais rien sur les temps, pardon. Mais dans le reméandrage, est-ce qu'on peut pas prévoir d'approvisionner, un peu plus les temps de façon à ce que l'eau se... Mais je n'y connais rien. Oui, les eaux, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Donc on verra eux ce qu'ils vont proposer, mais ça m'étonnerait qu'ils aillent jusque-là. Non, mais ils peuvent, normalement, il est alimenté. Il est des temps. alimenté. Simplement, Oui. effectivement, l'alimentation, elle n'est pas fiable puisqu'elle dépend du niveau de la moule. Et d'autre part, il y a l'autre problème qui est que, si j'ai bien compris, l'alimentation, elle est après la confluence avec le mal droit. Oui, c'est ça. Et Tout donc, à le fait. mal droit étant souvent pollué, les pêcheurs courent pas non plus à une grande connexion entre l'étang et le mal droit. Donc, Je sais qu'à un et la moment moule donné, après le mal droit. je sais qu'à un moment donné, on avait prévu, mais je n'ai pas assez partenu, de déplacer justement la prise d'eau sur la boule. Mais, c'est plus en amont, mais ça Si peut vous être- pouviez, ouais. si vous pouviez pousser cette solution, sauf s'il y en a une autre plus intelligente qui est trouvée, mais voilà, ce serait bien. Oui, d'accord. Ok, merci. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, on va clore ce conseil municipal et puis je vais vous souhaiter de bonnes vacances, n'est-ce pas? Bien se reposer.